Bonjour à tous. Un vent de panique souffle sur le sérail, selon la presse camerounaise. Plusieurs membres du gouvernement sont sur les braises ardentes après leur audition au tribunal criminel spécial et la fuite sur les réseaux sociaux d'un rapport d'étape de la Chambre des comptes sur l'utilisation des fonds Covid-19. Le Messager constate que quelques ministres en fonction sont d'ores et déjà jugés coupables et livrés à la vendite populaire, tels des gibiers de potence. Paniqués, ces ministres sacrifient leurs seconds et leurs collaborateurs, titre le quotidien Émergence. C'est pratiquement le sauve qui peut au sein du gouvernement, constate le journal Mutation. Des ministres plaident non coupables. Selon ce journal, certains estiment que ce rapport d'étape est une cascade d'allégations non fondées. Dans la même veine, l'hebdomadaire L'Avenir pense qu'un complot se trame contre des ministres de la Santé, de l'administration territoriale, de la recherche scientifique et de l'éducation de base. À en croire le journal L'Avenir, une dizaine de cellules VIP sont en cours d'aménagement à la prison centrale de Yaoundé et au secrétariat d'État à la Défense. Ces membres du gouvernement pourraient être jetés dans la fosse aux lions pour malversation des fonds de riposte contre la pandémie du coronavirus, alors qu'une controverse est née autour du rapport sur le Covid-Gate. Le journal Kalara annonce dans les prochains jours un rapport d'audit plus détaillé et mieux étoffé sur les fautes de gestion et malversations financières dans le cadre de l'utilisation des fonds Covid-19. Devant l'ampleur du scandale, la classe politique demande des têtes à la une de Mutation. Au regard de ces investigations menées par les différentes instances de contrôle de gestion, l'opposition exige la démission de tous les responsables gouvernementaux et administratifs impliqués dans la gestion scandaleuse des fonds Covid-19 afin qu'ils ne profitent pas de leur position actuelle pour dérouter l'enquête judiciaire en cours. Acculé, le gouvernement regrette l'emballement médiatique et demande à l'opinion publique nationale de prendre en compte la présomption d'innocence reconnue à tout justiciable, alors que le porte-parole du gouvernement appelle à la retenue et au sens des responsabilités de tous. Des questions se posent au regard des investigations menées par des instances de contrôle de gestion. Des membres du gouvernement et autres personnalités épinglées dans ces rapports doivent-ils rester en fonction durant l'enquête judiciaire? Que se cache-t-il derrière les manœuvres visant à discréditer les investigations de la Chambre des comptes? Jusqu'où ira cette enquête judiciaire? Le gouvernement, lui, il insiste sur la présomption d'innocence et appelle au sens de responsabilité de la part de l'opinion publique nationale. Pour autant, le gouvernement a une autre attitude différente lorsqu'il s'agit des militants de l'opposition placés en détention depuis septembre 2020. Cela fait 8 mois qu'Olivier Bibou-Nissac, porte-parole du président national du MRC, Alain Foguet, trésorier national de ce même parti politique, Salomon Béas et bien d'autres, sont considérés aux yeux de leurs camarades comme des prisonniers politiques, victimes d'une répression politico-judiciaire en violation de leur dignité et des droits de l'homme. À cela s'ajoute l'affaire Amadou Vamoulke, renvoyée pour la 67e fois selon le quotidien Le Jour. Dès lors, la justice camerounaise agit-elle encore dans le respect des droits et de la dignité des personnes concernées? Le maintien en prison de ses opposants, journalistes et activistes politiques vise-t-il à contrecarrer les mouvements de contestation politique? Et l'on note également dans la presse cette semaine, dans un contexte de tension politique, des Camerounais ont été choqués d'observer un geste hautement symbolique du président sénégalais Macky Sall. Il s'est rendu en personne à la résidence familiale des Ahidjo à Dakar, la capitale sénégalaise, un mois après le décès en exil de Germaine Ahidjo, ex-première dame du Cameroun. Macky Sall a présenté ses condoléances à ses enfants et petits-enfants. Il leur a fait savoir qu'il entretenait un lien filial très étroit avec Germaine Ahidjo. Macky Sall a réitéré son engagement à veiller à la prise en charge optimale de la famille du premier président de la République du Cameroun. Cette attitude intervient dans un contexte où Amadou Ahidjo et son épouse sont tous les deux inhumés au Sénégal. Pourquoi rien n'est fait pour leur retour au Cameroun?
L'arrivée du colonel malien Assimi Goïta à la tête de la transition au Mali dans des circonstances troubles est-elle un aveu d'échec de l'Union africaine devant la multiplication de putschs militaires sur le continent? Ces préoccupations et questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Lavoisier Tsapi, maire adjoint à Bafoussam 1er. Il est également cadre militant du SDF. Maître Lavoisier Tsapi, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à nos copanélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, Equinox Radio. Bonjour à tous les sympathisants et à tous ceux qui soutiennent les débats à droit de réponse, non pas seulement les débats à droit de réponse, qui soutiennent les débats à Equinox Soir. Bonjour à tous les téléspectateurs et sympathisants de la lutte pour le changement dans notre pays. Nous pensons qu'avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, nous allons vaincre cette dictature qui a appauvri notre pays d'année en année. Merci d'être avec nous ce dimanche sur le plateau de droit de réponse. Juste en face de vous, c'est André Luther Meka, communicant du RDPC, le parti au pouvoir. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers de téléspectateurs. Je voudrais dire que s'il y a un père de la nation, il y a aussi une mère de la nation. Je voudrais souhaiter bonne fête des mères à Madame Chantal Biya, la mère de la nation. Je voudrais également souhaiter bonne fête des mères à la présidente de l'OFRDPC, Madame Yao Aïssatou, et à toutes les mères qui nourrissent, qui protègent leurs enfants tous les jours au quotidien et qui mettent la main dans la pâte pour pouvoir faire en sorte que l'homme soit édifié et élevé. À toutes les mères du monde africaines, je souhaite bonne fête des mères, et à toutes les militantes femmes de l'OFRDPC, je souhaite bonne fête. Merci d'être avec nous, André Luther, sur le plateau de droit de réponse, un cadre militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, secrétaire délégué en charge des questions de la jeunesse et du sport. Il est avec nous ce dimanche, Angélbert Lebon d'Achua. Angélbert Lebon, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais dire un bonjour particulier à nos amis politiques qui sont encore détenus dans les geôles de ce régime, qui affiche de plus en plus sa dictature. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut qu'ils tiennent bon, parce que quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Et puisque c'est la fête des mères, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les mères, et en particulier à une, Vanessa Tchatchou, qui il y a 10 ans se faisait voler son bébé à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Ça fera exactement 10 ans le 20 août. Elle n'a jamais eu le bonheur de serrer son enfant entre les mains. Je lui souhaite beaucoup de courage et bonne fête. Merci d'être avec nous, Angélbert Lebon d'Achua, sur le plateau de droit de réponse. Il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kamga est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes. Je renouvelle en adressant mes salutations cordiales, amicales et fraternelles aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Et je reste avec vous, Edmond Kamga, pour évoquer ce scandale, le Covid-Gate, tel que l'a baptisé La Nouvelle Expression, à travers de multiples enquêtes menées à travers les mécanismes de financement et d'utilisation des fonds Covid. Il y a eu cette réaction du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, qui appelle à plus de retenue et au sens de la responsabilité, en indiquant qu'il y a une présomption d'innocence pour les membres du gouvernement impliqués dans la gestion financière des fonds Covid. Comment appréciez-vous cette sortie du ministre de la Communication face à ce scandale financier? D'abord, il faut dire que le ministre de la Communication, il est dans son rôle. En tant que porte-parole du gouvernement, il lui revient, n'est-ce pas, de parler au nom du gouvernement dans des contextes précis. Et dans le cas d'espèce, on le sait, depuis que les ministres, ses collègues et leurs collaborateurs défilent devant le tribunal criminel spécial, on voit la réaction, n'est-ce pas, des populations
à travers notamment les médias, la presse écrite, la radio et la télévision, l'impression qui se dégage lorsque l'on suit également les réseaux sociaux, c'est qu'il y a, à travers le Covid-Gate, une intention, ou alors on perçoit peut-être, je préfère dire peut-être parce que ce n'est pas certain, une certaine volonté de la part de ceux qui ont initié tout ce mouvement, cette enquête judiciaire, certes, de rechercher officiellement les auteurs, les co-auteurs et les complices, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion des fonds, n'est-ce pas, alloués par le FMI au Cameroun dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais il y a également en sourdine ou de manière subliminale la volonté de, entre guillemets, de jeter en pâture quelques ministres, quelques membres du gouvernement qui seraient l'objet de faute de gestion ou alors de malversation financière. Je préfère dire ainsi la perception, parce que ce qui est perçu n'est pas forcément la vérité. Parce qu'en réalité, il faut dire que, au-delà du fait que le ministre, ce membre du gouvernement tienne à relever la présomption d'innocence, ce qui est vrai pour ceux qui sont l'objet d'une enquête judiciaire, mais il aurait fallu que dans d'autres affaires de la République, on voit le même ministre dire la même chose. Je pense par exemple aux militants et sympathisants d'une formation politique de l'opposition, notamment le MRC, qui ont été arrêtés, embastillés, jugés et condamnés, non seulement par les tribunaux de droit commun, mais également et surtout par les tribunaux militaires. Et je n'ai pas vu le ministre de la Communication parler de présomption d'innocence dans le cadre de ces citoyens camerounais. Puis, le fait que ces citoyens-là, pour avoir eu seulement l'intention de marcher pour les uns et qui ont marché pour les autres, il y a beaucoup qui se retrouvent depuis plus de 8 mois. Et vous l'avez dit dans votre exposé liminaire, Bibou Nissak, on a le professeur Foguet, Salomon Bias ici à Douala et beaucoup d'autres militants du MRC, plusieurs dizaines, si ce n'est une centaine. Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Certains, certes, ont été libérés récemment, mais ils sont plus d'une centaine encore embastillés dans plusieurs centres de détention du Cameroun. Certains dans des lieux qui rappellent l'état d'exception, Yoko et autres, si ce n'est Mantoum. C'est pour dire que la présomption d'innocence ne doit pas seulement être invoquée lorsqu'il s'agit des membres du gouvernement. Ça doit être invoqué pour tous les citoyens camerounais, quels qu'ils soient, de quelque idéologie ou bord politique qu'ils soient. Là, c'est sur le principe. Maintenant, s'il faut rentrer dans ce que la presse, et nous aussi, on l'a baptisé le Covid-Gate, sur, n'est-ce pas, la nécessité de savoir qui sont justement ces membres du gouvernement ou leurs collaborateurs, qui seraient auteurs, co-auteurs, complices, n'est-ce pas, des fautes de gestion ou des malversations financières, parce qu'il faut le dire, dans les conclusions, n'est-ce pas, du premier rapport d'étape de la Chambre des comptes, ils sont clairs et ils sont, j'allais dire, précis sur la nécessité déjà, pour ceux qui font les enquêtes au niveau du tribunal spécial, n'est-ce pas, d'engager des poursuites vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités qu'ils ont enquêtées dans le cadre de cette affaire. Notamment, dans leurs premières investigations, ont relevé la nécessité de porter plainte pour des cas, n'est-ce pas, de malversation financière, mais également de manière personnelle, où ils ont noté et relevé des infractions pénales. Cela me permet ici de dire que la Chambre des comptes, n'est-ce pas, notamment à travers les magistrats, tous ceux-là qui sont descendus sur le terrain, dans le cadre d'un rapport spécifique, parce qu'il faut le dire ici, ce rapport d'étape est un rapport spécifique qui a été demandé à la Chambre des comptes de la Cour suprême pour chercher à vérifier un certain nombre de choses, pour chercher à s'assurer de la bonne ou de la mauvaise gestion des fonds alloués par le FMI. Et ce rapport d'étape, je dois le dire ici, c'est un rapport important qui a respecté toutes les règles de procédure d'usage en vigueur lors des enquêtes que mènent les membres de la Chambre des comptes avant de déposer leur rapport. Je vais chuter en rappelant ici, n'est-ce pas, les missions de la Chambre des comptes. Parce que la Chambre des comptes de la Cour suprême est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. La Chambre des comptes est également compétente pour donner son avis sur les projets de loi, de règlement présentés au Parlement. La Chambre des comptes est également compétente pour élaborer et publier le rapport annuel des comptes de l'État adressé
on le sait, au président de la République. La Chambre des comptes produit annuellement au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, n'est-ce pas, un rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de l'amélioration de la tenue des comptes et de la discipline des comptables. C'est dire qu'en réalité, avant de vous repasser la parole, que ceux qui laissent penser ou diffuser les messages selon lesquels la Chambre des comptes n'aurait pas fait un travail sérieux, ou alors se serait laissé embarquer dans des formes de manipulation, parce que j'ai lu les journaux où on laisse penser qu'il y aurait de la polémique ou de la controverse quelque part. Je voudrais réitérer ici que c'est un travail effectué par des magistrats, pour la plupart chevronnés, qui ont fait leurs preuves dans les cours et tribunaux et qui jusqu'aujourd'hui font leur travail, qui ne sont pas encore remis en cause. Et ce rapport d'étape qui fait l'objet d'une enquête, qui a permis à ce qu'il y ait une ouverture d'une enquête judiciaire, Maître Lavoisier de Sapi, enquête judiciaire où plusieurs membres du gouvernement ont d'ores et déjà été auditionnés, et vous avez pu parcourir ce rapport et observer la manière avec laquelle certains membres du gouvernement ont géré les fonds mis à leur disposition pour lutter a priori contre la pandémie du coronavirus. Comment appréciez-vous ce rapport et les différents éléments qui y sont contenus? Je voudrais dire que ce rapport est très sérieux. Il reflète la mauvaise gouvernance qui est instituée dans notre pays depuis de longues années. Déjà, je voudrais relever que les ministres n'ont aucune immunité. À l'occasion de la réforme du Code pénal en 2014, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait, dans le projet de réforme du Code pénal, introduit l'immunité ministérielle. Le SIF s'est levé comme un seul homme pour lutter contre cet article qui visait à protéger des bandits, excusez-moi entre parenthèses, à protéger les prévaricateurs de la fortune publique. Alors, la bataille du SDF a porté parce que cette disposition a été supprimée. Donc, que des ministres soient entendus au tribunal criminel spécial, c'est tout à fait normal. Et le tribunal criminel spécial pouvait même procéder à leur arrestation. Mais vous savez qu'au niveau du tribunal criminel spécial, ils ont été entendus par les officiers de police judiciaire sous la houlette du procureur général près du tribunal criminel spécial. Donc, le procureur général, les procureurs de la République, c'est un bras de l'exécutif dans le judiciaire. À savoir que, à la fin de ces auditions, le procureur général va faire un rapport au garde des Sceaux pour dire ce qui est sorti de ces auditions. Le garde des Sceaux va faire un rapport au président de la République. Ça va permettre au président de la République soit de remanier son gouvernement, ou alors d'ordonner l'arrestation des personnes qui sont mises en cause. Et je dois dire que dans ce que la Chambre des comptes a constaté, la première cause du détournement part des procédures. Les 180 milliards qui ont été octroyés à notre pays visaient à lutter contre la pandémie du coronavirus, c'est-à-dire protéger la santé des Camerounais. Au Cameroun, il y a une seule institution qui est en charge de la protection de la santé des Camerounais. C'est le ministère de la Santé publique. Cet argent, ces 180 milliards, devait être exclusivement géré par le ministère de la Santé publique. Alors, la personne qui a pris sur lui l'initiative d'éparpiller cet argent dans 24 ministères, qu'est-ce que le ministre des Enseignements primaires a à voir avec la santé des Camerounais? Qu'est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a reçu 6 milliards, Femme Donga a reçu 6 milliards, c'est pourquoi? Est-ce qu'il s'occupe de la santé des Camerounais? Madeleine Tchete, qui a reçu 7 milliards, est-ce qu'elle s'occupe de la santé des Camerounais? Le ministre de l'Agriculture, est-ce qu'il s'occupe de la santé des Camerounais? Donc, le détournement part de cette procédure qui est faussée. À savoir qu'on donne de l'argent aux gens qui n'ont pas droit, qui n'ont aucune compétence dans le domaine de la santé publique au Cameroun. Quand vous donnez 2 milliards au ministre de l'Agriculture qui ne s'occupe pas de la santé, il va bouffer, qu'on ne soit pas étonné qu'il bouffe, parce que ce n'est pas son domaine de s'occuper de la santé des Camerounais. Donc, la première chose part de là, l'éparpillement à des ministères, à des ministres qui n'ont pas droit. Et c'est normal qu'on les arrête. Ils ont volé.
La deuxième chose, c'est la procédure de passation des marchés publics. J'ai lu le post que Dr Madeleine Chuente a publié. Elle vous dit qu'un directeur a reçu 6 milliards. Ce n'est pas elle, c'est le directeur d'une institution qui a reçu 6 milliards de francs. Mais vous voyez comment l'argent du peuple, pendant que les gens meurent dans les hôpitaux, voilà quelqu'un qui reçoit 6 milliards de francs. Alors il faut préciser que le ministre de la Recherche scientifique indique qu'il y a eu un premier montant d'1 milliard de francs CFA qui a été distribué entre 3 institutions dont elle n'a pas eu accès, selon les déclarations venant du ministère de la Recherche scientifique, et que sur les 6 autres milliards, le secrétaire général de la présidence de la République a fait surseoir 4 milliards, et que les autres milliards, les 2 autres milliards, elle ne les a pas reçus. Elle estime que ce sont ses collaborateurs qui sont dans les différents laboratoires techniques qui ont reçu les 1 milliard ventilés entre 3 structures. Est-ce que lorsqu'un ministre qui est censé avoir une copie de toutes les transactions menées au sein de son département ministériel s'exprime ainsi, est-ce que vous y croyez concrètement? Ben, je ne peux pas dire que j'y crois ou je n'y crois pas. Elle emporte la responsabilité de ce qu'elle dit. Et c'est ça que nous critiquons. Les procédures de passation des marchés. Est-ce que dans un ministère, on doit sauter sur la tête du ministre et envoyer l'argent directement à ses collaborateurs, à son insu? Et est-ce que la procédure de passation des marchés a été respectée? Cela n'est pas le cas. Parce qu'on sait comment est-ce que les procédures de passation de marché se passent dans notre pays. Donc, nous pensons qu'on devait, au niveau du ministère de la Santé, créer des commissions spéciales qui s'occupent de la gestion de cet argent et qui s'assurent, en faisant des rapports mensuels au Premier ministre, qui les répercute au chef de l'État, sur l'utilisation de ces fonds. Qu'est-ce qu'on a fait avec la possibilité de vérifier cela? Ça n'a pas été fait. Donc je pense que la volonté de détourner cet argent était déjà arrêtée au niveau du gouvernement quand cet argent est arrivé. Il y avait une procédure réelle de détourner cet argent. Et je n'accorde aucun intérêt aux auditions qui sont faites aujourd'hui devant le tribunal criminel spécial. Je n'y accorde aucun intérêt. Pourquoi? Parce que au niveau du pouvoir central, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement, il n'y a jamais, je dis bien qu'il n'y a jamais eu la volonté de lutter contre les détournements de fonds publics. Pourquoi? Parce que c'est paradoxal que en 1996, à la faveur de la lutte du peuple camerounais pour la bonne gouvernance, on a introduit l'article 66 dans la Constitution sur la déclaration des biens. Et cet article est suffisamment dissuasif sur les détournements, sur la corruption dans la fonction publique. Et si vous voulez, on peut le revoir, l'article 66, sur le président de la République. Ça commence par le président de la République qui doit déclarer ses biens à son entrée en fonction. Nous avons vu au Niger le président Mohamedou Issoufou déclarer ses biens avant son entrée en fonction. Et quand il a passé le témoin, il y a eu transition dans son pays. Le nouveau président Mohamed Bazoum a déclaré publiquement ses biens avant de prêter serment. Donc le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs des mandats électifs, même les maires et adjoints, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques, parapubliques, les magistrats, les personnels d'administration chargés de l'assiette du recouvrement, des maniements des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits ou des biens publics doit faire une déclaration des biens au début et à la fin de son mandat. Ça commence par le président de la République qui doit donner l'exemple. Lorsque le président de la République ne déclare pas ses biens, lorsque le premier ministre ne déclare pas ses biens, alors à partir de ce moment, vous ouvrez la voie au détournement. Parce que vous permettez aux gens de s'enrichir n'importe comment. Et je voudrais dire ici que on a vu par le passé que des gens ont commis des scandales les plus insolents. Prenez les détournements de la canne. Parce qu'avec le Covid, on veut couvrir le détournement des marchés de la canne, qu'on n'en parle pas. On a même tenté de faire
susciter un débat public sur les fonds du survie Cameroun, par Camto, pour couvrir justement les détournements du Covid. Et je dis que non. S'il y avait une volonté gouvernementale de lutter contre les détournements de fonds, de lutter contre la corruption dans l'administration publique, je ne comprends pas que 24 ans, ça fait 24 ans que cet article existe, le chef de l'État ne le met pas en valeur. Il y a plus. Prenez l'article 53 de la Constitution, qui parle de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans leurs fonctions, dans l'exercice de leurs fonctions, par le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration, etc., etc. Cette Haute Cour de justice n'a jamais été mise en place. Ça veut dire que le chef de l'État s'oppose à ce qu'on ait une juridiction qui juge les gens là, qui se livrent pendant qu'ils sont en fonction à des détournements massifs, à des détournements. Donc je pense que au niveau, la Cour des comptes a fait un excellent travail. Alors la Cour des comptes a déniché les détourneurs de fonds publics, mais je suis au regret de constater qu'au niveau du gouvernement, ce sera comme les autres détournements qui sont passés. Parce qu'en fait, si aujourd'hui on veut lutter contre le détournement de fonds publics, on va en parler sur les propositions tout à l'heure. Plus de la moitié de l'administration, ceux qui ont servi sur Paul Biya, ils sont tous des voleurs. Tous ceux qui ont servi sur Paul Biya. Alors, le ministre de la Communication insiste sur la présomption d'innocence, mais André Luther, vous l'observez, les Camerounais estiment que les détournements de fonds publics sont inscrits désormais dans l'ADN des membres du gouvernement. Il cite de nombreux scandales avant celui du Covid-Gate qui n'ont pas abouti à la fois à l'inculpation des personnalités plus ou moins concernées et leur traduction devant la justice. Comment expliquer cette politique deux poids, deux mesures concernant les scandales financiers au Cameroun? Je voudrais d'abord élaguer un certain nombre de propos qui ont été tenus ici. Je suis d'autant plus surpris de constater que on fait l'amalgame entre la Chambre des comptes et la Cour des comptes. Parce que la Chambre des comptes n'est pas une juridiction. Elle ne condamne pas, elle ne qualifie pas les faits. Par conséquent, on ne peut pas d'ores et déjà avoir des sentences et des verdicts sur des personnalités qui sont des chefs de famille, qui ont la présomption d'innocence. Et je suis d'autant plus surpris qu'un avocat, de façon péremptoire, dit c'est normal qu'on les arrête, ils ont volé. C'est-à-dire qu'il donne un verdict à la place, n'est-ce pas, des juridictions. Lui qui devait être assez prudent dans les propos. Il va plus loin, cet avocat que je respecte beaucoup, il s'interroge sur le dispatching des fonds. Et il se focalise sur la centralisation de la gestion du pouvoir. Eux du SDF qui sont fédéralistes et qui demandent la décentralisation. Maître Tchapi, je vais vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que la décentralisation est une chose importante. Pour la simple raison que, si vous ne l'avez pas constaté, les ministères ont des délégations départementales, des délégations d'arrondissement, et cela permet, n'est-ce pas, d'élargir l'assiette de couverture sanitaire, notamment à se préserver de la pandémie, puisque ces services sont en relation, en interrelation avec les usagers et sont des potentiels agents de contamination. Donc, je suis surpris qu'un avocat que je respecte vienne prôner la centralisation autour, n'est-ce pas, du ministère de la Santé. Et nous comprenons très bien comment le SDF va gérer ce pays. Nous en prenons acte. En ce qui concerne la déclaration des biens, Maître Tchapi, je voudrais également vous dire qu'à ce niveau, il y a un problème, parce qu'il faudrait une commission de personnes qui vont attester de ces biens, et il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, j'allais dire peut-être un credo de secret, un credo, n'est-ce pas, de confidentialité, parce que cela peut également rendre le facteur exponentiel des agressions et des vols, des fortunes des gens par rapport à cela. Donc il y a un préalable par rapport à ce débat de la déclaration des biens, parce que beaucoup de gens se plaignent. On va aller déclarer les biens à qui et quelle sera la sécurité de nos biens. C'est un débat qui est important, qui doit être fait. Lorsque j'ai déjà posé ce décor, je voudrais dire que
contrairement à ce que j'entends, il y a beaucoup de discours, les gens sont des voleurs, le président Biya. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le président Biya est un homme rigoureux et il est le premier, je dis même au monde, à avoir, n'est-ce pas, mis des mécanismes répressifs contre tous ceux qui ont eu maille à partir avec la fortune publique, y compris son gouvernement. C'était inédit dans le monde. Et il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont permis à ce que la gestion soit bien menée. Je voudrais vous rappeler la loi de 11 juillet 2018 qui fait obligation de la transparence de gestion des finances publiques et un code de transparence et de bonne gestion. Et les membres du gouvernement, qui nous prescrit, je voudrais continuer. Est-ce que les membres du gouvernement respectent les dispositions de ce code de transparence et de bonne gouvernance, qui est une loi qui a été adoptée, qui est entrée en vigueur, promulguée par le chef de l'État? Est-ce que les membres du gouvernement respectent ce code de bonne transparence dont vous venez de faire mention? Ce code de transparence nous prescrit la qualité de la dépense et l'opportunité de la dépense. Et ce que vous ne savez pas, aujourd'hui j'ai la chance de le savoir, c'est que de façon routinière, il y a des contrôles du MINEFI, contrôle financier, il y a des contrôles administratifs et même, n'est-ce pas, des ministères de tutelle qui sont pratiquement chaque mois et qui essaient, n'est-ce pas, de pouvoir régulariser et apporter un certain nombre de conseils et d'orientations sur la gestion du budget. Et ça, c'est important de le savoir parce que ceux qui ne sont pas dans l'administration, et pourtant ils le savent, Maître Tchapi le sait, que ces contrôles se font et apportent seulement à ce que certaines choses soient réalisées. J'ai suivi aussi d'autres discours, notamment que le FMI a posé un veto de pouvoir auditionner les ministres, ce qui est pratiquement faux. Puisque vous le savez, l'audit de la Chambre des comptes avait été prévu par l'ordonnance numéro 2020-00 du 3 juin 2020. C'est-à-dire que on a prévu des mécanismes de répression et on avait prévu l'audit en cas, n'est-ce pas, de défaillance. Et je voudrais vous dire, parce que j'entends aussi que les marchés n'ont pas eu de procédure, Maître Tchapi le sait, il y a eu un cadre spécial des marchés. Les marchés ont été exempts de règles de compétition parce qu'il y avait 41 jours pour gérer la situation. Et pendant ces 41 jours, il fallait avoir des médicaments, il fallait avoir des signatures et je crois que certains produits ont été dérogés certaines procédures ont été... Mais même dans le cadre des procédures spéciales, même dans le cadre... Ce que je voudrais dire... André Luther, même dans le cadre des procédures à caractère spécial, il y a des règles qui sont édictées au Cameroun. La Chambre des comptes, par exemple, dans son rapport d'état relève qu'on aurait pu économiser 14 milliards de francs CFA si nous avions choisi d'autres prestataires pour l'achat de certains kits et autres éléments qui entrent dans la gestion contre la pandémie du coronavirus. Concernant la société Mediline Medical SA qui a gagné pratiquement des marchés évalués à 20 milliards de francs CFA, la Chambre des comptes estime qu'on aurait pu économiser 14 milliards si d'autres prestataires avaient été choisis. Ces prestataires proposaient des produits à des coûts moindres par rapport à ceux de cette entreprise. Comment expliquer ces choix effectués par le gouvernement au moment où d'autres prestataires étaient présents et ont fait des offres qui étaient bien meilleures que celle qui a été choisie finalement? Vous savez, quand vous êtes un gestionnaire, moi je ne vais pas entrer dans la guerre des prestataires, parce que c'est de bonne guerre que des prestataires se marchent dessus pour avoir le marché. Mais quand vous êtes un gestionnaire, et ça je vous le souhaite, il y a le contexte qui prévaut. Et quand le contexte est dans le contexte de l'urgence, il y a un certain nombre de décisions qu'on est obligé de prendre. Parce qu'il y a des décisions qui sont des décisions programmatiques, il y a des décisions qui sont des décisions conjoncturelles. Et dans les décisions conjoncturelles, le décideur a l'obligation de résultat. Et dans cette obligation de résultat, il faut prendre les décisions efficaces et qui permettent, n'est-ce pas, l'atteinte des résultats. Je voudrais vous dire que ce n'est pas toutes les fautes de gestion qui sont condamnables. Je vous prends un exemple simple. On a besoin des kits, mais des gens sont en train de mourir. Alors, si le gestionnaire décide d'acheter des ambulances médicalisées pour pouvoir évacuer, notamment, n'est-ce pas, les malades vers des hôpitaux
plus confortable, on va dire effectivement que c'est une faute de gestion, mais elle ne peut pas être pénale parce que c'était une décision pour sauver des vies. Donc, il y a des décisions qu'on est obligé de prendre par rapport à l'urgence et par rapport, n'est-ce pas, à l'immédiateté de la situation. Je voudrais vous dire que moi, j'ai été pratiquement frappé, et je le dis la main sur la Bible, que j'ai vu un ministre de la Santé, j'ai vu le gouvernement se mobiliser pour éloigner de nous la pandémie à la première phase. Nous avons vu un chef de gouvernement qui rendait compte aux Camerounais. Et pour la première fois, il faut le dire, nous avons vu un ministre qui rendait compte, je dis bien rendre compte aux Camerounais au jour le jour des chiffres, des cas, et demander aux Camerounais de pouvoir, n'est-ce pas, se sécuriser face à cette pandémie. J'ai vu des centres se positionner, des centres d'études où on donnait le feedback, on donnait j'allais dire les informations au quotidien aux Camerounais. Moi, je vous le dis en toute sincérité, je le dis aux Camerounais qui sont témoins, j'ai été satisfait de cette task force, n'est-ce pas, de la lutte contre le Covid. Mais comme vous le savez, bien évidemment que il n'y a pas de gestion sans faute. Et puis c'est impossible de gérer sans faute. Et vous savez qu'il y a une marge de manœuvre dans l'administration où il peut y avoir des fautes. Mais il ne faut pas jeter à la vindicte populaire tout le gouvernement pour le simple fait qu'il y a, n'est-ce pas, des irrégularités qui ont été constatées par un rapport d'étape. Attendons que le tribunal criminel spécial fasse son travail et qu'il fasse le verdict pour qu'on redébatte, n'est-ce pas, des responsabilités. Pour l'instant, je crois qu'il y a eu une gestion tout à fait claire, bonne, et notamment avec un certain nombre d'irrégularités. Et vous pouvez en rire parce que lorsque vous parlez, je vous entends parler de procédure. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un texte qui démontre que judiciaire ne se base pas simplement sur des irrégularités. Mais il y a quand Monsieur Tchapi a fait des une emphase là-dessus. Il y a quand même des cas de malversation financière. En quoi la correspondance du secrétaire général de la présidente de la République adressée au ministre de la Justice. Il parle bien de complices, co-auteurs et auteurs de malversation financière selon le rapport de la Chambre des comptes. C'est ce qui justifie l'ouverture d'une enquête judiciaire. Pour vous, est-ce que cela n'est pas une preuve déjà qu'il y a de forts soupçons sur ceux qui ont été les gestionnaires de ces fonds Covid? Je ne voudrais pas commenter les courriers de mes patrons. Et je voudrais vous dire, en ce qui me concerne particulièrement, que je fais confiance à la justice camerounaise. Alors et dès lors que la justice camerounaise donnera le verdict, je crois que là, je peux me livrer à des commentaires. Après vous, André Luther, Engelbert Lebon-Dachois, avez-vous apprécié de la même manière que Luther la bonne gestion de la première phase de la crise sanitaire au Cameroun, les quelques fautes de gestion décriées dans ce rapport peuvent être passées sous cap parce qu'il y a urgence à sauver des vies des Camerounais et non détourner les fonds publics? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est vrai que j'ai voulu me pincer tout à l'heure pour me rassurer que je ne rêvais pas, parce que j'ai entendu une histoire de Alice au pays des merveilles, parlant du Cameroun. Il a dit quelque chose au départ, quand il dit le Cameroun a réagi face à la pandémie de manière efficace et responsable. Moi, j'ai envie de dire tout de suite non. Nous avons réagi tardivement, ça il faut le dire. Nous avons réagi de manière inefficace. Lutter contre une pandémie, c'est pas faire des tweets, M. Meka. C'est pas les tweets. C'est des actions concrètes avec un chef d'orchestre à la manœuvre. C'est pas un premier ministre, c'est pas un ministre de la Santé, je suis désolé. On reviendra sur le sujet du chef d'orchestre. Une autre chose, vous semblez tout à l'heure botter en touche quand Maître Tchapi vous parlait de l'article 66. Je vais vous faire une confidence. Vous ne pouvez pas gérer des ressources sans aujourd'hui au moins faire toute la transparence sur vos biens. À quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Moi, je vis à Yaoundé. Allez dans un quartier qui s'appelle Messamendongo. Odja Messamendongo. Le mètre carré, aujourd'hui en moyenne, c'est 100 000 francs. Allez voir qui sont des propriétaires. C'est des fonctionnaires. Allez aujourd'hui au Golfe, à Yaoundé toujours.
Le mètre carré est passé à 150 000. Allez voir qui sont les propriétaires. C'est des fonctionnaires. Allez juste ici à côté, nous sommes à Douala. Allez à Santa Barbara, à Denver, je voulais dire. Allez voir qui sont les propriétaires là-bas. Non. Vous avez aujourd'hui organisé une façon de gérer le Cameroun qui ne repose que sur du vol. C'est-à-dire, M. Meka, aujourd'hui cadre à l'essai Kadouala, va voler sa part pour aller entretenir sa base militante au village. Le ministre, dès qu'il est nommé, je vous dis, excusez-moi, j'ai peut-être cité M. Meka. S'il vous plaît. Excusez-moi. Ne citez personne. Je retire, vous ne devez pas condamner les gens. Mais je parle. Soyez responsable. Je parle de ce que non, nous vivons. faites attention. Écoutez, ce n'est pas moi qui suis allé inscrire au greffe du tribunal criminel spécial aujourd'hui des affaires enrôlées pour plus de 4 000 milliards. C'est pas d'Achoua. Oui, mais attendez, alors donc je parle des faits. Attendez que la justice fasse son travail. On n'attend pas de justice parce que quand il a fallu condamner le MRC, et je vous ai lu sur les réseaux sociaux, M. Meka, en traitant le MRC d'être responsable de la casse des ambassades, vous n'avez fait aucune enquête, vous n'avez attendu aucun procès. Je parle donc de vous, M. Meka. Qu'est-ce que vous en savez? Donc la présomption d'innocence, vous allez la mettre où vous voulez la mettre. Donc, moi je voulais dire quelque chose de très simple. Il y a quelque chose à laquelle les Camerounais doivent assister. Depuis le début de cette pandémie, quand j'ai parlé du chef d'orchestre, il est où, M. Biya? Il est où, M. Biya, pendant que son peuple meurt? Il est où? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous pensez que nous sommes encore gouvernés par ce monsieur? Vous pensez qu'être président du Cameroun aujourd'hui, à un moment donné où nous avons des défis qui nous interpellent, il s'agit de recevoir certains ambassadeurs ou alors recevoir certains émissaires de pays amis qui sont de passage au Cameroun. C'est ça gérer le Cameroun dans une phase de pandémie comme celle-ci, dans une phase où nous avons du mal à partir avec une organisation de Cannes que nous aurons dû organiser depuis 2019 où aujourd'hui rien n'est prêt. Il est où votre chef d'orchestre? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et M. Noufele, je profite pour vous dire quelque chose. Et ça, c'est aux Camerounais que je parle. Ce qui est en train de se passer, c'est l'après-Biya qui est en train de se révéler aux Camerounais. À travers quels éléments concrets, Engelbert Leblanc? Alors, je ne peux pas comprendre qu'un document de la Chambre des comptes puisse fuiter sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas comprendre que des instructions d'un secrétaire général à la présidence de la République à un ministre puissent se retrouver sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de préparer des guerres et ils préparent des consciences. C'est très important ça, à voir. Et si vous regardez bien dans ce rapport de la Chambre des comptes, aujourd'hui vous avez 2 ministères qui sont incriminés dans ce rapport. Mais qu'est-ce qui se passe au TCS? Au TCS aujourd'hui, c'est 22 ministères. 22. Ça veut dire qu'il y a un camp qui a voulu qu'il n'y ait que 2 ministères qui soient incriminés et un autre camp qui dit vous allez le faire pour tout le monde. Je ne vais pas citer les noms ici, mais que les Camerounais soient vigilants. Les lendemains de M. Biya, je ne vais pas lui souhaiter ça, mais s'il arrive que M. Biya perde la vie étant au pouvoir, comme je le disais encore à un ami l'autre jour, ça va être la nuit des longs couteaux. Et c'est là où l'homme politique que je suis aujourd'hui s'interroge. Mais quelle malchance on a eu. Quelle malchance on a eu d'avoir quelqu'un qui a géré un pays pendant une 40aine d'années, qui a eu toute la latitude, parce que 40 ans, on prépare, on arrange, on construit. 40 ans, il a détruit. Il a tout détruit. Monsieur Meka, ce n'est pas juste ce que Monsieur Biya est en train de faire au Cameroun. Le Cameroun ne lui appartient pas. Le Cameroun aujourd'hui appartient à 30 millions de personnes. 30 millions de personnes qui rêvent, tout comme le petit enfant de Tokombere où j'étais, 30 millions de Camerounais qui rêvent d'eau potable. 30 millions de Camerounais qui voudraient aujourd'hui pouvoir se soigner de manière digne. Vous comprenez, M. Meka? On
On est encore dans un pays où on a des femmes qui, après avoir accouché, sont séquestrées pour des factures impayées. Pendant ce temps, on vous soulève, on vous parle d'une affaire de 180 milliards que vous semblez minimiser. Je pensais au moins que minimalement, si je peux me répéter, vous commenceriez par féliciter la Chambre des comptes et mobiliser toute l'énergie pour que cette affaire aille jusqu'au bout. Ce n'est pas venir entre-temps avec des communiqués comme l'a fait votre ministre de la Communication pour nous expliquer qu'effectivement, comme s'il nous informait, comme si on l'attendait pour être informé. Il nous explique effectivement la présomption d'innocence comme si c'était un mot nouveau qu'il apprenait au Camerounais. Non, ce monsieur aurait dû parler, depuis que la Chambre des comptes a fait son rapport, d'accord, communiquer sur ce rapport-là. Communiquer des indélicatesses qui ont été constatées dans ce rapport. Commencer même à expliquer aux Camerounais ce qui se passe avec leur argent. Parce que ces 180 milliards pris au FMI, nous allons les rembourser. Nos enfants vont les rembourser. Les enfants de nos enfants vont rembourser. Mais ces 180 milliards aujourd'hui qui se baladent dans des poches de fonctionnaires véreux. Je n'ai pas besoin d'attendre la fin d'une enquête pour le dire. Parce que depuis 40 ans, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Quand vous êtes nommé aujourd'hui, vous faites la fête parce qu'effectivement, vous vous dites votre tour de manger, c'est-à-dire de voler, est arrivé. Et voilà ce qu'on arrive. Voilà qu'on arrive, c'est pourquoi on a vu des ministres de la Santé se balader sur les réseaux sociaux en sablant le champagne, en se moquant des Camerounais dans une période de pandémie. Mais Engelbert Lebon-Dachua, dans la presse cette semaine, ces différents ministres ont plaidé non coupables. Ils estiment que ce sont des allégations formulées dans ce rapport d'étape de la Chambre des comptes, ce qu'ils ont indiqué à la presse. D'autres ont dit qu'ils n'ont jamais perçu d'argent. D'autres estiment que c'est leur hiérarchie qui les a contraints à signer certains marchés spéciaux. Qu'est-ce que vous en dites? Vous y croyez-vous? Vous y croyez-vous? La Chambre des comptes, c'est des magistrats qui vous disent, noir sur blanc, qu'il y a une ministre qui a pris des milliards pour aller acheter pour fabriquer de la chloroquine. Finalement, je ne sais pas, entre divers échanges avec sa hiérarchie, elle décide donc d'importer cette chloroquine. Elle importe la chloroquine et elle importe des étiquettes avec fabriqué au Cameroun. On attend Jésus-Christ ou l'inspecteur Colombo. Mais sérieux, on attend qui? Rien que de ce fait-là, j'ai dit rien que de ce fait, ce constat fait, elle devrait là, tout de suite, au moins minimalement démissionner. Ou être arrêtée, comme a dit Maître Tsapi. Mais on joue avec quoi là? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? On ne peut pas construire une génération de personnes qui n'ont pas la peur du bien public. On vit dans un pays où on est en train d'aujourd'hui de vénérer tout ce qui n'est pas bien. On vénère tout ce qui n'est pas bien. Et je suis sûr que cette ministre aujourd'hui assise dans son village en train de fêter. Ou en train de dire que quand tu es le plus monstre des hommes politiques, elle est connue. Alors, la ministre a dit que c'est le directeur de l'Institut des recherches médicales qui a perçu cet argent et non à elle-même. Mais André Luther, la préoccupation est posée par l'opposition. Où est passé le chef d'orchestre au moment où les Camerounais sont malmenés par la pandémie de Covid-19, au moment où il y a ces multiples interrogations sur la culpabilité avérée ou non de certaines personnalités de haut rang impliquées dans la gestion scandaleuse des fonds Covid-19. Que répondez-vous? J'ai souvent envie de rire quand j'entends parler de cette récurrence de la présence du chef de l'État. Je voudrais me demander si c'est la présence physique qu'on veut ou la présence administrative. Parce qu'un homme d'État doit se faire signifier, doit être présent par une présence administrative. Qu'est-ce que j'entends par la présence administrative? C'est de prendre des décisions, de repartir les rôles, de telle enseigne que chacun joue sa partition. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours admiré au président Paul Biya, c'est la délégation de compétences et de pouvoir. Et c'est cette délégation de compétences et de pouvoir qui fait en sorte que chacun
est devant ses responsabilités. Et je crois que c'est la meilleure façon de gérer. Et c'est cette façon-là dont je prends exemple du fait qu'il est important aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous centralisez un peu comme Maître Tchapi voulait, c'est-à-dire que le ministère de la Santé soit le grand Manitou, celui-là qui gère tous les fonds et qui les concentre autour de lui. Mais le problème aussi, c'est que il y a une désolidarisation nettement du groupe et il y a même aussi un problème de responsabilité des autres. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une véritable délégation de pouvoir. Les ministres jouent leur rôle dans leurs compétences avec des dotations budgétaires et même des allocations des partenaires. Répondant à la question, M. Meka. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le chef d'orchestre, la question était là. Mais c'est ce que Je vous en prie, Angèle c'est ce que je suis en train de dire. à la parole. Que le chef de l'État est là dans la répartition des rôles et chacun joue son rôle. C'est important de le dire et je crois que cela est efficace. Cela est d'autant plus efficace que ça nous permet de pouvoir voir chacun à l'œuvre et que chaque Camerounais se fait une idée de son dirigeant. Parce que aujourd'hui, on revendique le président Paul Biya. Si c'est le président Paul Biya qui était à tous les lieux, qui était partout, on allait dire c'est un dictateur, il concentre les pouvoirs. Mais c'est aussi ça l'opposition. Ils sont toujours en train de se fourvoyer. Ils disent une chose et la même chose. L'autre dit il faut décentraliser. Il revient aujourd'hui, il dit il faut concentrer. On ne comprend pas. Monsieur Meka. On ne comprend pas. Monsieur Meka, si vous permettez. Alors, je vous en prie, Je Angèle vais le faire poliment, si vous permettez. Oui. Alors, dans ce pays, nous avons un monsieur qui s'appelle le Premier ministre. C'est le chef de l'exécutif. Nous avons... C'est pas le chef de l'exécutif. Pardon? C'est le chef de l'État, si vous voulez. Le chef de l'exécutif, c'est le président. Oui, on le sait. Vous n'allez pas jouer avec moi. Non, vous comprenez très bien ce que je vais dire. Faites attention à ce que vous dites. Maintenant, je vous pose ma question. Faites attention à ce que vous dites. Maintenant, je vous pose ma question. Je suis extrêmement gêné dans le fonctionnement d'un État, un État comme le nôtre, de voir à chaque fois Monsieur le un secrétaire... Je vous ai dit que c'est un État qui est géré de façon décentralisée où chacun joue sa partition. On n'attendait pas à voir le président à tous les lieux de passer à la télé tous les jours. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors justement, est-ce que quand je vous en prie, je suis le modérateur de ce plateau, alors quand vous dites, André Luther Meka, que le chef de l'État a une présence administrative et que vous estimez qu'il y a de l'efficacité, alors cette efficacité... L'on observe de notre côté qu'il y a une série de détournements de deniers publics depuis une vingtaine d'années au regard du nombre d'affaires enrôlées au tribunal criminel spécial au moment où le chef de l'État lui-même avait indiqué qu'il prenait le bâton de commandement pour lutter efficacement contre la corruption. Il faut savoir que tous les organismes en charge de la lutte contre la corruption sont directement rattachés à la présidence de la République où leurs rapports sont en priorité destinés au chef de l'État, mais la courbe de la corruption et du détournement des deniers publics va croissant. Comment expliquer donc cela si le chef de l'État est véritablement présent? Comment expliquer qu'il y a plus de détournement, plus de corruption qu'il y a au moins 20 ans? C'est une question pertinente et c'est une question qui nous renvoie à la philosophie de la vie. J'ai lu combattre la corruption de Kierkegaard et je peux vous dire que la corruption existe depuis l'Égypte pharaonique. Donc, il ne faut pas croire que nous allons vivre dans un pays où il n'y aura pas de corruption. Mais l'important, c'est de réduire le taux de corruption. Et le plus important aujourd'hui, c'est de faire comme le président fait, au lieu de faire comme le MRC, c'est-à-dire de couvrir ceux qui volent comme le fait le MRC. Mais le chef de l'État est le premier, nettement, à laisser la justice faire son travail et à inquiéter même ses propres collaborateurs lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, en faute, lorsqu'ils sont condamnés par la justice. C'est ça qui est important pour un président, c'est-à-dire d'être le garant des biens et des personnes de la fortune publique. Et personne ne peut dire, les Camerounais qui nous regardent, personne ne peut dire que le président a couvert X ministre ou X personnalité parce que la justice a demandé à l'auditionner. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le chef de l'État, le président Paul Biya, est celui-là même qui est garant, n'est-ce pas, de cette politique qui lutte contre la corruption et contre les détournements publics. Vous voyez donc... Après André Luther, j'aimerais avoir la réaction. Juste deux secondes, c'était. Oui, Angèle. Vous voyez donc exactement cette façon de parler de la présomption d'innocence chez vous à géométrie variable. Vous venez de déclarer à Mondovision que le MRC couvre des coupables. Suite à quelle enquête? Vous êtes enquêteur, vous êtes juge,
Vous voulez que je vous réponde? Vous limitez sur quoi? Vous voulez que je vous Sur ce qu'on appelle au quartier le Congossa. Vous voulez que je Monsieur, vous réponde? les Camerounais ont Les militants ont demandé de sanctionner Monsieur, s'il vous plaît. Les militants ont demandé au président du MS de sanctionner Il y a Djoko. une instance. Je vous le dis en direct. André Luther, Il y a une Je instance. vous le dis en direct. André Les militants Luther. du MSC demandent de sanctionner Laissez-moi Henri en parler. Djoko. on va en parler, messieurs. A géré André Sylvie Luther Cameroun. et Engelbert. Voilà. Une instance. André Vous Luther et l'avez Engelbert. même pas suspendu. Vous allez André Luther et La Engelbert. diversion. Non, c'est pas la diversion. André Luther et C'est pas Engelbert, la vous avez diversion. la parole. Est-ce que vous avez Messieurs. inquiété Ndjoko Henri? André Est-ce que je peux Luther, parler? je vous en prie. Il y a une instance au sein du Engelbert, MRC Engelbert le qui est bon. une instance décisionnelle qui s'appelle le directoire du parti. Et qui se réunit et cette instance a- André Luther et Engelbert le bon d'accord. Si Je vous vous dites, demande une chose. Je vous retire la parole tous les deux. Je vous en prie. finalement. Non, Je vous retire. du MSC. André Luther. Vous faites diversion. André Luther. Militant du MSC. Vous n'avez pas la parole. Militant du MSC. André Luther, vous n'avez pas la parole. Engelbert non plus. Vous êtes militant Mais du MSC. messieurs, je vous retire la parole. On va rester sur la question de fond concernant la lutte contre la pandémie de coronavirus et ce scandale financier. Vous avez la parole, maître Lavoisier de Sapi. Vous avez suivi les arguments que brandit André Luther Meka, communicant du parti au pouvoir, sur la présence administrative du chef de l'État. Selon lui, cette présence est gage d'efficacité dans la lutte contre le détournement des deniers publics au Cameroun. Comment réagissez-vous? Ben, à partir du moment où mon cher frère André Luther Meka reconnaît que depuis plus de 20 ans, les détournements font rage dans notre pays, c'est une manière d'indiquer que depuis une trentaine d'années, le Cameroun n'est plus gouverné, le Cameroun est pillé. Pillé par une meute de fonctionnaires qui se recrutent dans toutes les régions de notre pays. Et cela parce que le président de la République a lui-même institué l'inertie dans la gouvernance de notre pays. Il vous souvient que pour encourager de manière insolente ce détournement, le chef de l'État, au cours d'une interview qu'il avait accordée à Éric Tchingé, lorsque Éric Tchingé dénonçait, il y a plus de 20 ans, les détournements dans l'administration publique camerounaise, Paul Biya lui a demandé, on ne remet pas en cause les gens comme ça, est-ce que vous avez les preuves? Alors que c'était des détournements avérés. Aujourd'hui, les magistrats de la Chambre des comptes, et je vais vous dire, pour travailler à la Cour des comptes, à la Chambre des comptes, il faut avoir un minimum de 20 à 25 ans d'ancienneté dans la magistrature. C'est une chambre de la Cour suprême. On n'arrive pas à la Cour suprême avant minimum 20 ans de service. Donc il s'agit de magistrats ultra chevronnés. Et quand ils mettent en cause des citoyens, ils le mettent en cause à partir des documents qu'ils ont suffisamment analysés. Lorsque M. André Luther insiste sur la présomption d'innocence, la présomption d'innocence n'est pas un parapluie pour couvrir les bandits et les voleurs. En justice, M. Cédric, lorsque vous arrêtez quelqu'un qui a tué, il a tué en flagrant délit, on l'a vu avec la machette découper quelqu'un, on le traduit en justice, il est présumé innocent. Mais ça n'enlève rien à la réalité des faits, il a tué. Mais il est présumé innocent, c'est une présomption. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il est poursuivi. Donc ne croyez pas que la présomption d'innocence va couvrir vos ministres sur les détournements qu'ils ont opérés de manière insolente. Et quand vous parlez de la décentralisation, le SDF est fédéraliste, c'est vrai. Mais votre manière de voir la décentralisation, quand on donne l'argent de la santé, on donne à un ministre de l'Agriculture, vous trouvez qu'il y a décentralisation? Non. Le ministère de la Santé publique a des délégations régionales. Le ministère de la Santé publique a des hôpitaux régionaux, des hôpitaux départementaux, des hôpitaux d'arrondissement, des centres intégrés de santé par village. Il y a des structures décentralisées au ministère de la Santé. Pourquoi cet argent n'a pas circulé par ce circuit-là? Maintenant, est-ce que si quelqu'un au ministère de l'Agriculture est malade, est-ce qu'il va à l'hôpital? Est-ce que le ministère de l'Agriculture crée des centres de santé dans son ministère pour gérer l'argent du Covid? Quand cet argent, au moment où cet argent arrive, la régionalisation a déjà pris corps. Il y a les régions qui ont déjà été créées. Est-ce qu'on a donné cet argent dans les régions?
On n'a pas donné cet argent dans les régions. Donc vous ne pouvez pas soutenir que parce qu'on a éparpillé ça dans les ministères, c'est la décentralisation. Non, ça n'a aucun sens, politiquement parlant. C'est pas ça. Et moi, je pense que dans cette histoire, il faut remettre en cause l'absence du chef de l'État. Mais pourtant, le RDPC estime qu'il a une présence administrative. Non. Le président de la République ne gouverne plus. C'est sûr. Il a délégué l'essentiel de ses pouvoirs à une personnalité qui est le secrétaire général de la présidence de la République. Est-ce que cela respecte les textes en vigueur au Cameroun, une telle délégation de pouvoir? Une telle délégation de pouvoir n'est pas constitutionnellement justifiée. Et M. André Luther vient de le dire tout de suite, que le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Lorsque Angélbert Lebon a voulu évoquer le Premier ministre, vous l'avez repris pour dire que non, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. S'il est chef de l'exécutif, il doit être en première ligne de tout ce qui se fait dans la lutte contre la corruption et dans la lutte contre les détournements de fonds. Donc je pense que l'absence du président de la République, c'est quelque chose de fondamental. Le président Paul Biya, reconnaissez-le, est fatigué, il ne gouverne plus. Il a délégué de pouvoir. Le Cameroun est gouverné par délégation. Et parce que le Cameroun est gouverné par délégation en violation de la Constitution, ça justifie tous les dérapages qu'on est en train de voir. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment dire que dans notre pays, il n'y a pas un mécanisme de prévention sur les détournements de fonds ou même sur la corruption. Il n'existe pas de mécanisme de prévention. On permet aux citoyens, aux fonctionnaires véreux de voler. Quand ils volent, on voit, on ne dit rien parce que le président de la République n'a plus la force pour travailler. Les gens volent, on ne dit rien. On arrête de manière sélective quelques personnes. Quand ils ont déjà volé, ils ont dépensé, ils ont acheté leur maison, etc., etc. Et par la suite, même quand on les arrête, on ne recouvre rien. Donc, il n'y a pas un mécanisme de prévention. Parce que pour tout pays où il y a une bonne gouvernance, on institue un mécanisme de prévention contre les détournements. Vous avez parlé des contrôles. Ces contrôles ont donné quoi? Pourquoi est-ce que malgré l'existence de ces contrôles, le pillage des finances publiques se poursuit dans notre pays? Et je pense que Monsieur vraiment, Siddiq, nous voulons dire que... Je vous en prie. Nous a la voulons parole chuter, d'abord. nous voulons chuter en disant que le rapport fait par la Chambre des comptes, c'est un rapport sérieux. Et le SIF, l'honorable Nietzsche, était le seul député qui, dès le début de cette affaire, avait déclenché la lutte contre les détournements des fonds du Covid. Parce qu'il ne faut pas limiter ça à ces 180 milliards. Avant ça, le chef de l'État a donné 2 milliards. Avant ça, les Camerounais ont cotisé sur l'ensemble du territoire pour soutenir la lutte contre le Covid. Un fonds de solidarité nationale. Oui, il y a eu un fonds de solidarité. Contre la pandémie. Oui. Et aujourd'hui, on n'a aucune transparence. Alors, sur la gestion de ces fonds-là, on vous a parlé du détournement du riz Orca. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence là-dedans. Donc, je pense que ces gens-là, André Luther, vous devez les dénoncer. Vos camarades du parti, là, c'est des bandits. Alors, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Il faut qu'ils rendent l'argent du peuple qu'ils ont détourné. Parce que nous allons rembourser des fonds pour lesquels nous avons... Alors, Maître Sapi a la parole. Certes, vous êtes avocat, vous êtes homme politique. Lorsqu'il y a des personnalités de haut rang impliquées dans un scandale et qu'une enquête judiciaire est ouverte, quelle est l'attitude que devraient avoir ces personnalités dans une république, Maître Lavoisier Sapi? Je pense que la chose la plus simple à faire, quand une personnalité est mise en cause dans une affaire comme celle du détournement du Covid, la première des choses, c'est que cette personnalité démissionne de ses fonctions. La moindre des choses. Parce que quand vous voyez un ministre débarquer devant le tribunal criminel spécial, il vient avec son garde-corps, qui est un gendarme. Il entre chez le procureur de la République avec un gendarme. Ça influence. Il ne vient plus en tant que simple citoyen, il vient avec sa casquette et toute son honorabilité de ministre, de gestionnaire des affaires publiques. Ça influence les enquêtes. Donc nous pensons que pour qu'il vienne comme citoyen qui est égal devant la loi, il doit d'abord démissionner de ses fonctions. Mais vous savez que dans notre pays, l'argent, personne n'accepterait de démissionner comme ça.
de l'argent. Chez nous, l'humilité, l'honorabilité, nous ne la connaissons pas. C'est pour ça que ces fonctionnaires-là, au lieu de démissionner pour permettre à ce que l'enquête se passe de manière impartiale, préfèrent garder leur poste parce qu'ils croient pouvoir utiliser ces fonctions-là pour influencer les enquêtes et échapper aux poursuites judiciaires. Après vous mettre ça, avant qu'André Lutène réagisse, j'aimerais avoir la réaction de Edmond Kambia sur la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Vous avez suivi ce débat sur le rôle crucial du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais surtout en ce moment où il y a de nombreux scandales sur les détournements de deniers publics. Quel regard portez-vous? Oui, en réalité, c'est le chef d'orchestre, pour utiliser l'expression d'Angelbert Dachoa, qui est censé être vraiment au devant de la scène. Parce qu'on le voit dans plusieurs pays dans le monde, en Afrique comme en Europe, partout ailleurs, aux États-Unis, c'est le président de la République qui est au devant de la scène, qui fixe le cap, qui donne le ton, et ses collaborateurs suivent. Mais dans le cas d'espèce, depuis que la pandémie est arrivée au Cameroun, je crois que l'une des fois, peut-être la première, où on a vu le chef de l'État au devant de la scène, c'est lorsqu'il a fait son discours à la nation le 19 mai, la veille du 20 mai de l'année dernière. Depuis, plus rien. On ne le voit plus. On n'a pas le sentiment que le chef d'orchestre est là pour encadrer ou pour suivre de près le travail qu'il a donné à ses principaux collaborateurs et en particulier celui qu'il a désigné comme étant le président chargé de la riposte dans la lutte contre la pandémie. Je veux parler du président, du premier ministre, chef du gouvernement. Parce qu'il y a une vraie bataille en ce moment au Cameroun entre le premier ministre chef du gouvernement et le SGPR, c'est-à-dire le secrétaire général du président de la République, qui est un des collaborateurs, sinon le principal collaborateur du président de la République. Et de plus en plus, ce collaborateur du président de la République pose des actes qui donnent l'impression qu'il a pratiquement et de fait arraché les fonctions constitutionnelles du premier ministre chef du gouvernement. Et ce qui n'est pas bien, c'est une mauvaise image là. C'est depuis plusieurs mois, si ce n'est depuis plusieurs années que ça dure, au moins depuis 2019 jusqu'à ce jour, depuis au moins 2 ans, on a le sentiment que le vrai premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, c'est le SGPR. Voilà. C'est une très mauvaise impression que le Cameroun donne aux Camerounais, à l'Afrique et au monde entier. Mais pourtant, au début de cette pandémie, on a vu le Premier ministre, chef du gouvernement, donner des directives à ses collaborateurs, membres du gouvernement, sur l'orientation et les différentes stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre la pandémie de Covid-19. D'un autre côté, on a vu des correspondances du secrétaire général de la présidence de la République instruisant la signature des marchés spéciaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie, des correspondances adressées au ministre de la Santé publique. Comment apprécier ces 2 pôles de gestion de la crise sanitaire au Cameroun, Edmond? Oui, ces pôles de lutte contre la pandémie au Cameroun montrent en réalité, au-delà de l'intention, du souci de permettre aux différents collaborateurs du président de la République, aux membres du gouvernement, de travailler de manière sereine et efficace pour juguler cette pandémie, on n'a pas le sentiment que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas du tout, parce que chacun ne reconnaît pas le rôle de l'un ou de l'autre. Et dans le cas d'espèce, il y a cette volonté affirmée et réaffirmée du SGPR de démontrer que le premier ministre chef du gouvernement ne sert à rien. Alors que c'est le premier chef du gouvernement qui a été officiellement désigné par décret par le premier ministre, par le président de la République, pour mener à bien cette lutte, c'est-à-dire la riposte efficace contre la pandémie. On le voit à travers les correspondances qui circulent même sur les réseaux sociaux. Je dis qui circulent même sur les réseaux sociaux. Et ça laisse, je le disais tantôt, une très mauvaise image qui donne l'impression que le gouvernement, le Cameroun, soit est mal gouverné, soit il n'est pas gouverné du tout. Parce qu'une gouvernance, c'est une façon de gérer le pays. Il y a un chef d'orchestre, je le disais tantôt, qui donne le ton, et ensuite, les autres font leur travail. Et je voudrais ici dire que M. Meka, de bout en bout, dans sa réponse qu'il donne, quand il réagit à ce que les autres copanistes ont dit, je pense qu'il fait dans la confusion. Il se perd parfois dans l'utilisation des termes.
Vous confondez délégation de pouvoir et délégation de signature. D'un côté, de l'autre, vous confondez déconcentration et décentralisation. Lorsque vous parlez, par exemple, de décentralisation, pour expliquer le fait que les ministres ont des fonctions, des attributions, et ils travaillent en étroite collaboration avec les délégations régionales, départementales, d'arrondissement, cela ne s'appelle pas décentralisation. Cela s'appelle déconcentration. C'est ça, c'est décentralisation. Non, ça s'appelle déconcentration en droit public, monsieur. J'ai employé un terme politique. Non. Même en politique, ça ne s'appelle pas décentralisation. Mais si on commence... Ça s'appelle déconcentration, monsieur. André Luther, Edmond Camguia. Je vous en prie, André Luther. Tout à fait. Je vous en prie, André Luther. Edmond Camguia a la parole. Edmond, je vous en prie. Allez-y. Oui, je disais donc... ça va vous aider, monsieur Meka. Il ne faut pas que vous fassiez la même erreur dans un autre débat. Vous me dites des évidences. Hein. Ce ne sont pas des évidences. Ça s'appelle déconcentration. Je suis juriste. Je suis juriste. Vous ne l'êtes pas. Monsieur Meka, vous n'êtes pas juriste. Je sais pourquoi j'ai utilisé décentralisation. Mais je vais vous expliquer ce que c'est que la décentralisation. Et ce que la Constitution prévoit. Lisez donc. Et ce que la Constitution... Oui, lisez. La Constitution prévoit. Lisez. Vous savez, quand on parle de décentralisation, principalement, c'est lorsque, et c'est dans la Constitution, lorsque l'on évoque les collectivités territoriales décentralisées. Donc vous avez dit et cela concerne les régions. Donc vous avez dit quelque les régions et les communes. Quand on parle de décentralisation, les principaux acteurs, les institutions qui travaillent dans le cadre de la décentralisation, ce sont les régions. Vous savez que récemment, il y a eu des élections régionales. C'est pour mettre sur pied les conseils régionaux. C'est pour la décentralisation qui viennent renforcer et consolider le processus qui avait déjà permis de mettre sur pied les communes. Ce sont les deux piliers de la décentralisation. Donc, quand vous parlez donc peut-être des moyens, des ressources qui auraient été affectées à des ministères et à travers leurs collaborateurs dans les régions, les départements et les arrondissements, il s'agit, le mot c'est la déconcentration. La décentralisation, c'est tout un autre processus, je tenais à vous le dire. Vous m'enseignez rien. Et je voulais également vous le dire. Écoutez, au-delà de vous, je m'adresse aux téléspectateurs. Mais je sais pourquoi j'ai utilisé la décentralisation pour le poser au fédéralisme qu'il soutient. Vous allez réagir tout à l'heure, je vous en prie. Donc vous m'apprenez Permettez à Edmond Camguia de terminer son propos. Edmond Camguia. Oui, je voulais vous dire que, en ce qui concerne la délégation de pouvoir, quand le président de la République le fait, ce que prévoit la Constitution, c'est qu'il le fait au chef. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des personnalités qui peuvent obtenir la délégation de pouvoir du président de la République. Et au premier rang desquels le Premier ministre est ou tout membre du gouvernement. C'est-à-dire, je dis bien, le Premier ministre ou tout membre du gouvernement. Ça, c'est pour la délégation de pouvoir. Et pour la délégation de signature, ce sont ses principaux collaborateurs, parmi lesquels le principal, le SGPR. C'est pour cela qu'il a fait une délégation de signature au secrétaire général de la présidence de la République et au secrétaire général adjoint. Et cela dit, M. Meka, je ne m'adresse pas qu'à vous, je m'adresse également aux téléspectateurs parce que nous avons ici un souci d'éclairage. Et c'est très important. Donc, je voudrais dire, pour chuter, que dans ce processus, dans cette bataille pour lutter contre la pandémie, on voit bien que l'absence... Et je le confirme, à la suite des autres panélistes ici, la non-présence permanente du chef d'orchestre brûle le travail pour lequel il a demandé au Premier ministre d'effectuer avec les autres membres du gouvernement. Parce que s'il était véritablement présent, il n'y aurait pas cette cacophonie au sein du gouvernement. Cette désunion. Cette désunion. Il n'y aurait pas ce bras de fer permanent entre le SGPR et le Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que celui qui doit arbitrer ça, on ne le voit pas. Alors justement, André Luther, des Camerounais qui continuent de s'interroger sur la non-présence permanente du chef de l'État et des rivalités entre ses plus proches collaborateurs. Est-ce que cela risque d'impacter sur l'enquête judiciaire en cours, cette rivalité entre le Premier ministre, chef du gouvernement, coordonnateur du comité interministériel de lutte contre la pandémie de Covid-19 et le secrétaire général de la présidence de la République qui est à la tête de la task force pour lutter également contre la pandémie de Covid-19. Est-ce que pour vous, ces rivalités risquent d'impacter sur l'enquête judiciaire en cours ou des membres du gouvernement sont déjà auditionnés?
Je voudrais d'abord clarifier un certain nombre de choses et rassurer M. Edmond Kamgia que j'ai fait option français jusqu'en thèse de doctorat où je suis inscrit, donc je connais très bien le français. Et lorsqu'un homme politique choisit le terme des mots, je sais ce que parler veut dire. J'ai parlé de décentralisation pour l'opposer effectivement aux fédéralistes. Et je sais que, notamment, comme vous l'expliquez tout à l'heure, la délégation de signature entraîne la délégation de pouvoir. Non, je veux revenir là-dessus. Oui, c'est important pour faire ce Ce n'est pas juste ce que parce que si j'ai la Constitution sous la main. Article 10, alinéa 2. Oui, si vous le permettez, avant qu'elle termine, je clarifie ce point précis. Nous allons revenir. J'ai dit je clarifie ce point précis aux téléspectateurs. Pour contredire ce que M. Meka dit, il a dit que la délégation de signature entraîne la délégation au pouvoir. J'ai dit non, parce que voici la Constitution, article 10, alinéa 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts fonctionnaires de l'administration d'État dans le cadre de leurs attributions respectives. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre et en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement, d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation express. Ça, c'est la délégation de pouvoir. Je confirme tout ce que j'ai dit précédemment, que la délégation de pouvoir est faite par le président de la République au Premier ministre ou à tout autre membre du gouvernement. Membre du gouvernement, pas secrétaire général de la présidence de la République. Parce que le secrétaire général de la République n'est pas membre du gouvernement. Tenez-vous pour être dit. Il ne peut bénéficier, non pas de la délégation de pouvoir, mais de la délégation de signature. Je vous l'enseigne, M. Meka. Je suis en train Prenez des notes. Je suis en train de M. Meka. Kamgia. Je parle même avec la Constitution en main. Monsieur Kamgia. Je ne suis pas en train de divaguer, monsieur. S'il vous plaît. Après vos explications, allez-y, Edmond Kamgia. La délégation. Sans vous tromper. Permettez à André Luther d'aller jusqu'au bout de son analyse. Edmond Kamgia. Oui, allez-y. La délégation de signature entraîne ipso facto la délégation de pouvoir pour la simple raison que vous avez la décision de décider en signant ou de discriminer les dossiers que vous ne pouvez pas décider. C'est le pouvoir. Je vous donne une explication politique pour que vous compreniez l'exercice du pouvoir. Vous comprenez? C'est important de le retenir. Quand vous avez la signature, vous avez le pouvoir. Je ne sais pas s'il faut le dire. Je vous parle du droit. Je vous enseigne le droit. Je parle en féfé. André Luther, ce qui est important, à la Je vous parole. parle du droit. Ce qui est important. Edmond Kamgia. Je parle devant Vous êtes dans le Congo, ça, s'il vous monsieur plaît, Meka. je vous parle devant un maire. S'il est loyal, il Je va vous parle avec les textes. s'il vous plaît, je vous dis que quand on vous délègue la signature, vous avez le pouvoir. Donc, Vous voulez André- que je parle en féfé? André Luther. C'est Alors, pas vrai, ça. Je vous en prie. Oh là André là. Luther, vous avez la parole. Alors, vous venez de nous Je dire voudrais vous dire que la délégation de signature que fait le chef de l'État entraîne une délégation de pouvoir. Or, dans la Constitution, il n'est pas prévu que le SGPR soit celui qui reçoit en priorité la délégation de pouvoir telle que prévue par la Constitution. Donc, Article 10 alinéa 2. Vous êtes en train de nous dire que le chef de l'État est en train de violer la Constitution du Cameroun en déléguant davantage de pouvoir au SGPR dans le cadre de l'exercice du pouvoir exécutif au Cameroun, pour qu'on comprenne bien. Non, je ne voudrais pas être dans le populisme et dans l'amalgame. Nous sommes dans un débat conceptuel et dans l'essentialité des mots. Je suis en train de dire, je le dis devant tous les Camerounais, que quand vous avez la délégation de signature, vous avez le pouvoir. C'est-à-dire qu'on vous cède un pouvoir de gérer certains dossiers et de discriminer un certain nombre de dossiers de votre choix. Donc, on appelle ça le pouvoir. C'est important qu'ils le sachent. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas conflit dans le gouvernement. Chacun joue son rôle et sa partition. Ce que je sais, c'est que le Premier ministre gère la coordination du gouvernement et le secrétaire général de la présidence fait le suivi des institutions. Il gère l'argent, lui. Fait le suivi Non, des lui gère décisions. l'argent. Il fait le suivi des décisions du chef de l'État. Et quand vous faites le suivi, effectivement, vous devez faire le suivi. Et le suivi peut s'avérer comme une inquisition, comme une pression. Parce que dès lors que vous avez votre patron qui vous dit de suivre les décisions qui ont été faites, mais il peut vous être amené de suivre les décisions nettement qui ont été instruites par le président auprès du Premier ministre. Donc, il ne faudrait pas qu'on enfile les Camerounais sur opposer le Premier ministre au secrétaire général, opposer le TCS à la Chambre des comptes. C'est un jeu malsain de politiciens dont je ne voudrais pas entrer dans cette foire à crabe. Mais ce que je voudrais vous dire, qui est important, et quand je vois l'axe de la communication de cette émission, c'est de poser
le Premier ministre au secrétaire général, c'est d'opposer la Cour des comptes au TCS. C'est malsain. Chacun joue son rôle. Et chacun doit jouer son rôle. Le problème que j'ai aujourd'hui avec la communication de l'opposition, c'est de faire croire que le rapport qui a été donné par la Chambre des comptes est un rapport définitif et tout le monde est voleur et tout le monde doit être arrêté. Je dis non. Il faut respecter le processus de la justice et que la justice donne le verdict pour qu'on puisse dire que tel est coupable, tel n'est pas coupable. Voilà ma communication. Maintenant, les élucubrations de mon grand frère Edmond Kamgia, bon, ça l'engage. Hein. S'il veut jouer à celui qui connaît les lexiques des mots et les contextes, c'est son problème. Mais c'est important qu'il retienne que quand si M. Tchunko vous donne la délégation du pouvoir, de signature, vous a donné le pouvoir. Vous voulez que je le répète encore en quelle langue? Alors, après vous, Engelbert Le Dachua, ces rivalités entre membres du gouvernement, pour le RDPC, cela n'existe pas. Il y a une coordination qui montre une cohésion au sein du gouvernement et la justice est en train d'enquêter sur les responsabilités et les circuits de détournement des fonds publics et en l'État ne pourrait jeter l'opprobre sur le gouvernement. Comment vous appréciez ces différentes attitudes de ces membres du gouvernement dans un contexte de fébrilité, de crise sanitaire et de forts soupçons de détournement des deniers publics? Il y a un constat. Il y a un constat qui est clair. Les faits sont là. Tout le monde peut remarquer si on a une petite notion de lecture politique et de fonctionnement administratif d'un État. Tout le monde peut constater qu'il y a une désunion. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour le comprendre. Et quand vous voyez tout ce qui se passe de malodorant, c'est-à-dire tous ces documents qui se retrouvent sur la place publique, sur les réseaux sociaux, c'est encore la preuve de cette désunion. Vous avez introduit cette émission par une ministre. Oh, peut-être je vais finir par tomber amoureux d'elle. Ah bon? Vous avez commencé cette émission par introduire une ministre en disant que elle n'est responsable de rien, que ce sont ses directeurs, machin. Alors, comment est-ce que la justification d'une ministre à l'encontre de ses collaborateurs peut se retrouver sur les réseaux sociaux? Mais c'est de la désunion. Je ne sais pas comment je vais le dire, c'est M. Meka qui me parlait de langue, je ne sais pas en quelle langue je vais le dire. Non, mais tout ceci c'est quoi? Tout ceci c'est l'échec patent d'un système que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui n'a plus de complexe à cacher son incompétence. Chez eux c'est normal. C'est-à-dire que M. Meka ne puisse pas comprendre qu'il y ait un SGPR qui écrit à un ministre de la Santé comme s'il écrivait à un planton que je te recommande des marchés suivants de tel montant à telle entreprise. De signer. Et il ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne comprend pas que le SGPR, même si administrativement il doit le faire, c'est-à-dire le SGPR écrit au secrétaire général des services du Premier ministre pour information du Premier ministre. C'est normal. Mais allez voir les sujets pour lesquels le SGPR écrit au Premier ministre. Mais c'est alarmant. Et quand nous on pose la question de savoir, Cameroun, qui dirige? Bon, je crois qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on constate qu'il y a une photo qui est présente. On constate à toutes vos cérémonies qu'il y a une photo. Même dans tout ce qui peut être aujourd'hui, conférence, machin, c'est des photos. Cameroun qui dirige? Si c'est M. Ngongo, M. Meka, organisez des élections anticipées, si vous voulez, présentez-le comme votre champion, avec des élections libres et transparentes. Mais pourquoi vous êtes en train de berner le peuple? On a un Premier ministre, monsieur, et vous voulez m'expliquer avec des signatures qui deviennent pouvoir signature, que le Premier ministre ne vaut plus rien au Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a un Premier ministre qui ne vaut plus rien au Cameroun. J'ai peut-être rigolé tout à l'heure en disant il gère les papiers et que l'autre gère l'argent. Mais c'est pas faux. C'est quoi l'idée d'une task force pour la canne? Une task force qui nous a fait perdre de 3 000 milliards avec une canne qui a glissé. C'est quoi l'idée d'une task force pour lutter contre la Covid alors qu'il y a un coordonnateur de la riposte contre la Covid?
Et vous voulez nous expliquer que tout est uni, tout est beau, tout est bien. Ah non, arrêtez de vous foutre la gueule des Camerounais. Arrêtez. Des vies humaines sont en jeu. Des vies humaines. On vous a même laissé avec la mauvaise gestion du Cameroun habituelle. Oh, électricité, CNI, passeport, on a même oublié ça. Mais la Covid, au moins, mais concentrez-vous là-dessus, bordel. On ne vous demande pas tout en même temps. Vraiment, le courant, on a oublié. L'eau, on a oublié. Les CNI, les passeports, on a oublié. C'est pas un meeting. Mais là, je sais que c'est pas un meeting. Quand vous parlez, c'est un meeting. Soyez sérieux quand vous parlez. Quand vous parlez, c'est un meeting. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Non. On n'est plus dirigé. Maître Tsapi a posé la question. Monsieur Kambia a posé la question. Qui dirige le Cameroun? Où est le chef d'orchestre? Mais vous avez vous-même constaté que ces dernières semaines, le chef de l'État reçoit des ambassadeurs des pays amis et il a délégué le secrétaire général de la présidence de la République pour le représenter à la rencontre extraordinaire des chefs d'État des pays africains membres de la commission du bassin de lac Tchad au Nigeria. Cela montre bien qu'il y a un président de la République qui instruit ses collaborateurs de mener des actions en son nom. Pour vous, cette démarche-là, est-ce qu'elle est idoine face aux crises multiformes que le Cameroun rencontre? Vous pensez que ça fait sérieux? Je vous donne une image. Je vous donne une image. Il y a une attaque de nos soldats en zone anglophone. 25 blessés, 10 morts. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Pas de mots de compassion du chef de l'État. Et le lendemain, on le voit recevoir un tentampion. Pire encore, des centaines de Camerounais meurent de Covid. Pas un mot de M. Biya. Et le lendemain, on le voit recevoir un émissaire de la Guinée équatoriale. Vous pensez que ce monsieur respecte? Continuez à les appeler tentampions. C'est pas lui que j'ai appelé tentampion. Ne me prêtez pas. Continuez à appeler les ambassadeurs tentampions. Ne me prêtez pas les mots. C'est ça le MRC, hein? Alors, donc, vous pensez que ça fait sérieux? Non. À un moment donné, des Camerounais, je dis toujours, doivent prêter attention à ce qui se passe. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On ne peut pas être autant absent et n'apparaître à chaque fois que pour quelques petites photos de 2 minutes et on est reparti. Alors, après vous, Angelbert, Maître Lavoisier Tsapi, vous souhaitez dire un mot sur ce débat? Oui, je crois qu'il faut être très clair. Monsieur André Lutemeka se trompe. Sur quel point? La délégation de signature n'emporte pas délégation de pouvoir, s'il vous plaît. Vous donnez ni en droit, éléments d'explication. Ni en droit, ni en politique. Prenez le rapport des comptes. Quand il est adressé au chef de l'État, quand le chef de l'État veut l'envoyer au ministre de la Justice, il dit à son secrétaire général, signez-moi une lettre de transmission. Parce que dans la délégation de pouvoir, vous avez la possibilité de prendre les décisions. Dans la délégation de signature, vous n'avez aucun pouvoir de décision. Voilà la différence. Et ce que nous constatons, c'est quoi? Et j'ai pris par exemple le rapport des comptes. Le secrétaire général de la présidence peut signer des lettres de transmission. Il peut signer des documents de transmission d'instruction. Mais il n'a aucun pouvoir de décision. Le pouvoir de décision appartient au seul chef de l'État, qui peut le déléguer au Premier ministre ou à un ministre précis. Par exemple, lorsqu'il faut signer une convention internationale de prêt, le président de la République, par une ordonnance, demande au ministre de l'Aménagement du Territoire signer telle convention. Ça, c'est une délégation de signature qui donne le pouvoir d'accepter un prêt qui est fait ou un don qui est fait par un organisme international. Donc, entre la délégation de signature et la délégation de pouvoir, il y a une différence au niveau de la décision. Le gars qui a la délégation de pouvoir a le pouvoir de décision. Celui qui a la délégation de signature n'a aucun pouvoir de décision. Mais qu'est-ce que nous constatons? On constate qu'au Cameroun, le secrétaire général de la présidence a détourné cette délégation de signature pour prendre le pouvoir et pour devenir un chef d'État bis. Mais il a dit plusieurs fois qu'il agit sur instruction du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État peut lui donner des instructions de mener telle action et telle autre, puisqu'il indique clairement dans toutes ses correspondances? Mais c'est ça que j'appelle détournement de pouvoir.
Les Camerounais ont quelle possibilité de vérifier que Paul Biya a donné cette instruction? Nous n'avons aucune possibilité de vérifier. Le gars met tout dans ce qu'on appelle sur haute instruction. Il prend le pouvoir et il décide. Regardez par exemple, pourquoi est-ce que le secrétaire général de la présidence institue des task force à la présidence pour gérer des souverainetés qui reviennent au ministre? Par exemple, pour la CAN. Il dit, bon, l'argent de la CAN, c'était plus de 1000 milliards, machin et tout ça là. C'est moi qui gère. Il y a la task force. Récemment, l'argent du Covid, il crée une task force. C'est moi qui gère. Il devient le ministre de la Santé. Il prend le pouvoir. Et l'autre chose qu'il faut constater, c'est que cette prise de pouvoir par Ferdinand Ngongo a transformé le chef de l'État en un chef d'État protocolaire. Ah ouais. Tout ce qui reste au président de la République, honorifique. Il reçoit quelques personnalités, ainsi de suite. Et puis même quand il faut qu'un ministre se déplace, c'est Ferdinand Ngongo qui dit que sur haute instruction du président de la République, tel ministre allait le représenter. C'est lui qui décide. Donc il a transformé cette délégation de signature qui était purement protocolaire en une prise de pouvoir. Et c'est pour ça que Ferdinand Ngongo redoutait le Premier ministre. Qui a le pouvoir constitutionnel. Qui a le pouvoir constitutionnel. Et que nous jugeons même un peu transparent dans la gestion des affaires publiques. Moi, je suis opposant, je dois le reconnaître. Que le Premier ministre veut que les affaires marchent. Mais le secrétaire général de la présidence le combat parce qu'il redoute que ce monsieur peut un jour le challenger pour le remplacement du président Paul Biya. On ne fera pas. On ne fera pas. Et quand on parle de la cohésion gouvernementale. Mais écoutez, de quelle cohésion gouvernementale parlez-vous? Le ministre de la Justice n'a jamais assisté à un conseil de cabinet convoqué par le Premier ministre. C'est le journal Jeune Afrique qui l'a indiqué, mais dans les couloirs du ministère de la Justice, on indique que plusieurs fois, Laurent Esso a eu à assister à ce conseil de cabinet présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est quand le secrétaire général de la présidence écrit directement au ministre, sans passer par le Premier ministre. Est-ce qu'il y a encore cohésion gouvernementale? Donc je pense que l'administration publique au Cameroun est devenue un fou. Elle est entrée dans un désordre infernal que le SDF critique et dénonce. Alors on ne fera pas. Et cela se passe parce que le chef d'orchestre, comme nous le dénonçons, n'existe plus, ne fonctionne plus. On ne fera pas un procès d'intention. On ne fera pas un procès d'intention pour préciser. Vous allez réagir, André Luther. On ne fera pas un procès d'intention. Secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun concernant ses rapports avec le Premier ministre ou ses ambitions présidentielles présumées. Alors, André Luther Meka, il y a quand même des critiques de la part de l'opposition sur un certain nombre d'actions menées par ses proches collaborateurs du chef de l'État qui donnent le sentiment que le chef de l'État est devenu un président qui s'occupe essentiellement des rencontres protocolaires, mais qui n'agit plus dans le quotidien des Camerounais. Je voudrais d'abord, de ma petite expérience de fonctionnaire, rassurer les Camerounais qu'aucun haut commis de l'État ne peut prendre une décision sans s'en référer au chef de l'État. Au risque que cette émission se transforme en coup théâtral, il faut que je rassure les Camerounais de cela. C'est important parce que s'il le faisait, c'est que le chef de l'État aurait déjà réagi. Je voudrais également signifier ici... C'est très grave ça. Non, je le dis. Et je voudrais signifier ici également que tout ce qui est fait dans le cadre des courriers, notamment des hauts commis de l'État, sont sur instruction de leur patron, notamment aussi du chef de l'État qui instruit son proche collaborateur de faire des courriers. Donc, si les gens veulent mettre le secrétaire général de la présidence au grill, qu'ils ne se lancent pas dans la logorée, notamment dans les invectives, qu'ils apportent les preuves du fait qu'ils prennent des décisions sans s'en référer au chef de l'État. Parce que moi, je parle et j'aimerais débattre avec les preuves. S'il n'y a pas de preuves, je crois qu'il faudrait, toute proportion gardée, prendre, n'est-ce pas, un certain nombre de réticences et de gants quand on prend quand on dit un certain nombre de paroles. Et je ne voudrais pas que cette émission ressemble à une émission qui voudrait opposer les hauts commis de l'État et, n'est-ce pas, les instances des institutions de la République. C'est important de le préciser. Je voudrais dire, et je reviens là-dessus, que dans la gestion et l'exercice du pouvoir, lorsque vous avez un certain nombre de délégations de signatures, vous avez effectivement
du pouvoir et vous participez à l'exercice du pouvoir. Parce que je le dis, parce que lorsque on me délègue des signatures, on délègue des signatures au maire, nous savons ce qui en retourne par rapport, n'est-ce pas, à cette délégation de signatures. Donc, il ne faudrait pas que le maire aujourd'hui, pour des politiques politiciennes, ne puisse pas effectivement dire ce qu'il fait lorsqu'il a souvent des délégations de signatures et comment cela se passe. Je ne voudrais pas qu'il y ait une politique politicienne. Alors, je voudrais conclure en ce qui se passe en disant que il faut faire attention lorsque les gens disent que le Cameroun n'est pas gouverné. Et j'insiste là-dessus parce qu'on ne gouverne pas avec la présence physique. On gouverne dans les décisions, dans la prise des décisions, dans le suivi des décisions et dans l'atteinte des objectifs. Et je crois que le chef de l'État, jusqu'à preuve de contraire, est celui qui prend les décisions du Cameroun, est celui qui gère le bateau Cameroun. Et le Cameroun est bien géré, parce que nous passons de victoire en victoire. Nous passons de victoire en victoire. Attention, lesquelles victoires? C'est un slogan qui est protégé. Oui, nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes dans des victoires. La victoire du Covid. Vous avez vu comment le Cameroun a surpassé, avec bien sûr la pharmacopée, l'hécatombe qu'on avait prévu. L'OMS avait prévu l'hécatombe en Afrique. Vous avez vu comment nous avons pu surpasser cela. Vous avez vu comment... Avec la pharmacopée, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec la pharmacopée? Mais il y a eu bien sûr la mise en contribution, n'est-ce pas, de Monseigneur Cléda et de tous les... Que le gouvernement n'a pas reconnu. Non, il a été reçu par le Premier ministre. Il a été soutenu et le gouvernement ne l'a pas soutenu. Il a été reçu. Le gouvernement ne l'a pas soutenu. André Luther a la parole. Il a été reçu par le Premier ministre. André Luther a la parole. Il a été reçu par le Premier ministre. Vous voulez que je vous parle... Vous voulez... J'ai de la réserve. Vous voulez que je vous dise... Oui, les Camerounais veulent savoir. Non, on ne parle pas. On ne dit pas Si. tout en télévision. Mais je vous dis qu'il a été reçu par le Premier ministre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, nous avons pu récupérer la presqu'île de Bakassi, qui a été longuement discutée. Nous avons pu mettre la sérénité au Grand Nord avec Boko Haram. Et je crois qu'en ce qui concerne le Nozo aujourd'hui, il y a quand même l'intégrité du territoire qui est préservée. Le chef de l'État fait un très bon travail. Alors justement, vous appréciez... André Luther, c'est la mauvaise foi. Vous appréciez le travail du chef de l'État, vous insistez sur la présomption d'innocence des membres du gouvernement impliqués dans la gestion des fonds Covid, mais le porte-parole du gouvernement n'a pas eu la même attitude vis-à-vis des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui passent déjà 8 mois en prison. Certains d'entre eux ont été arrêtés à leur domicile, d'autres n'ont pas marché en septembre 2020, mais ils sont toujours en prison, ça fait déjà 8 mois. Et aussi, la présomption d'innocence n'existe pas dans leur cas, ils doivent croupir en prison. André Luther? Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un magistrat, mais il faudrait que les Camerounais sachent que le pays est géré et qu'on ne peut pas laisser les Camerounais déstabiliser le pays. Parce qu'il y avait une sorte d'allure ou de comportement, notamment illégaux, qui faisait en sorte que les gens se mettaient dans la rue sans pouvoir prendre l'autorisation du préfet, sans pouvoir respecter la procédure en la matière. Et lorsque vous vous attaquez de front, notamment à l'État, l'État réagit. Et nous savons, on a fait beaucoup de débats là-dessus, toutes les conspirations qu'il y avait pour déstabiliser le Cameroun, pour le chassement et autres. C'est des insurrections, c'est l'atteinte à la sécurité de l'État. Et dès lors que vous, dans ce cas, il y a des preuves qui justifient que vous qualifiez les actes qui ont été posés par ces Camerounais qui sont toujours dans la ligne de la prévention depuis 8 mois. Est-ce qu'il y a eu des preuves de ce qu'il y a un projet insurrectionnel de déstabilisation du pays, des éléments matériels qui prouvent cela? Tout à fait, il y avait des postes qu'il faisait, notamment qui appelaient les Camerounais à se masser à la poste centrale pour la prise du pouvoir. Et bon, les gens s'amusent avec les réseaux sociaux, mais c'est des indices de preuves, notamment aux actes que vous posez. Il y avait des activistes qui se retrouvaient même à la poste centrale et qui appelaient les Camerounais au chassement. Ils ont appelé ça le chassement pour prendre le pouvoir. Et il y a également le fait qu'il n'y a pas d'autorisation de manifestation ou alors de déclaration. Dès lors qu'il y a une déclaration de manifestation, je crois qu'ils sont protégés par la loi. Mais c'est ce libertinage-là qu'il est important de pouvoir arrêter pour que les Camerounais sachent qu'il y a une loi
il y a une réglementation pour pouvoir, n'est-ce pas, aller dans la rue. La rue est gérée. La rue est gérée. La rue n'est pas pour tout le monde. La rue est gérée par l'État. Donc, si vous obstruez notamment à la circulation des personnes pour des manifestations, il faut avoir nettement une déclaration. Donc, il faudrait que les Camerounais s'habituent à respecter les lois et la réglementation. Aujourd'hui, on veut les faire passer pour des martyrs. Non. Il faudrait que nous sachions que l'État est géré, le Cameroun est géré et qu'il faut respecter l'ordre établi. Après vous, André Luther, Engelbert Lebon d'Achua, pour vous, ces arguments justifient le maintien en prison de vos camarades politiques? Je suis très choqué de tout ce que je viens d'entendre. Je suis extrêmement choqué. Parce que je sais que de là-bas, ils sont en train de nous écouter. Mais je me demande bien ce qu'ils sont en train de penser de vous en ce moment. Monsieur Olivier Bibou-Nissak a été arrêté à son domicile devant femme et enfants. Aujourd'hui, il est en train de comparaître dans une procédure de flagrant délit de terrorisme. Monsieur Alain Fogué a été arrêté devant le domicile du président national parce qu'il venait calmer certains militants qui ont appris que la maison du président national a été encerclée. Il est poursuivi aujourd'hui pour terrorisme, c'est-à-dire qu'il risque la peine capitale. Monsieur Zamboué Pascal, qui est le coordonnateur national au MRC, a été arrêté dans un hôtel à Douala. Aujourd'hui, il est dans une procédure de flagrant délit pour terrorisme, la peine capitale. Vous avez décidé d'avoir le droit de vie et de mort sur les Camerounais. Mais ça ne va pas durer longtemps, M. Meka. Sentez-vous aise, parce que vous avez ce pouvoir-là aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer longtemps. Vous pensez que vous aimez le Cameroun plus que Olivier Bibou-Nissak? Mais c'est qui les terroristes? C'est pas vous qui volez 180 milliards? C'est pas vous qui avez pour sport national tous les jours la prévarication? Vous pensez que vous aimez le Cameroun plus qu'Alain Fogué? Vous les appelez des terroristes? Il y a la loi. Vous respectez quelle loi, monsieur? Vous respectez quelle loi? J'ai dit à un moment donné, ça va s'arrêter. Vous avez fait ça avec les anglophones? Ça a viré aujourd'hui au cauchemar. J'ai dit à un moment donné, ça va arrêter. Il faut arrêter avec ça. C'est plus de 147 Camerounais aujourd'hui. Des pères de famille, des mères de famille qui croupissent en prison. Parce que vous voulez pérenniser un pouvoir qui ne sert à rien aux Camerounais. Vous ne pouvez même parler de la loi, il faut la loi pour marcher. Quand vous marchez tous les jours, vous avez des autorisations, vous? Nous aimons autant le Cameroun que vous. On ne va cesser de vous le dire. Et je suis sûr que nous l'aimons mieux que vous. Vous ne pouvez pas, au nom de la contradiction, à chaque fois embrigader les gens. Mais vous vous prenez pour qui à la fin? Vous êtes plus Camerounais que nous? Dites-moi, monsieur. Monsieur Paul Biya pense qu'il n'est plus Camerounais que moi. Ce sont des invectives ou... Non, ce n'est pas des invectives. Monsieur, vous parlez aux Camerounais qui vous écoutent. Qu'on sache si c'est un débat ou ce sont des invectives. Vous parlez aux Camerounais qui vous écoutent. J'ai dit, j'ai 147 amis politiques en prison qui écoutent monsieur Mekalek, c'était de terroristes, machin, tout ça. Des gens qui ont demandé quoi? Des gens qui ont demandé à ce qu'il y ait simplement la fin de la guerre dans le nord et le sud-ouest. Des gens qui ont demandé à ce qu'on voit plus clair dans la gestion de plus de 3 000 milliards pour l'organisation de la CAN. Et vous venez les traiter de terroristes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un pouvoir, dans un pédantisme, vous les appelez des terroristes. La roue tourne, M. Meka. Après vous, Engelbert, Edmond Kamia, comment comprendre cette situation? Le maintien en prison de ces Camerounais, militants, activistes politiques, pour certains qui n'ont pas marché, d'autres qui ont manifesté pacifiquement, selon les observations faites par des ONG internationales, mais le gouvernement les considère toujours comme des présumés auteurs d'un projet insurrectionnel. Quel regard portez-vous sur cette situation aujourd'hui? J'ai un double regard sur la situation qui prévaut au Cameroun, notamment en matière de répression des droits et libertés. Le premier regard, c'est en relation avec l'image du Cameroun à l'extérieur, c'est-à-dire sur le plan diplomatique. Le deuxième regard est politique et concerne les rapports entre le pouvoir et l'opposition. Je commence par le premier regard
qui concerne la diplomatie, l'image du Cameroun à l'extérieur, pour dire que le Cameroun, une fois de plus, vient de rater l'occasion de se présenter comme l'État qu'il a toujours proclamé à l'extérieur. Je dis que le gouvernement ou le chef de l'État proclame à l'extérieur, c'est-à-dire un État de droit, un État démocratique, un État respectueux des droits fondamentaux, des libertés individuelles et collectives, parce que c'est ce message que les représentants de l'État présentent à l'Assemblée générale de l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, à Genève, et chaque fois que le Cameroun est interpellé sur ces questions-là, des questions de droits et libertés. C'est également ce même message que le Cameroun, pour ses représentants, des diplomates dans les ambassades à l'étranger, présentent aux pays d'accueil lorsqu'ils ont des rencontres internationales sur ce que le Cameroun est en termes d'état de droit proclamé, qui malheureusement avec la réalité on constate qu'il y a un gros fossé. Je le dis avec tant de peine que le Cameroun aurait pu, comme je l'ai dit tantôt, a raté l'occasion d'avoir une meilleure image à l'étranger, parce que le Cameroun est confronté sur le plan interne, sur des guerres qui ont des répercussions dans la sous-région, qui concernent également des pays voisins. Et ça, c'est l'international aussi. Il y a la guerre contre Boko Haram, qui implique au moins 4 ou 5 pays, le Cameroun, le Tchad, le Niger, et nous. Et la commission de bassin sur le lac Tchad récemment portait effectivement, entre autres, sur les moyens pour lutter efficacement contre Boko Haram et assurer une stabilité dans la commission de bassin du lac Tchad. Et le Cameroun y a été représenté par le SGPR. Et je voudrais dire ici que l'absence, et ça je le dis en tant que diplomate, l'absence du président Paul Biya à cette commission, à cette rencontre internationale, est négative pour le Cameroun. Parce que sur le plan diplomatique, ce que peut faire le président de la République et ce que peut faire son représentant, c'est 2 mondes différents. C'est-à-dire, je prends un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre. Quand les chefs de l'État se retrouvent en conclave pour décider des résolutions concernant les pays qui se sont retrouvés dans la commission de bassin lac Tchad, le représentant du chef de l'État ne peut pas s'asseoir sur la même table que les autres chefs de l'État. Il reste dehors. Et c'est ce qui s'est passé au Nigeria. Il reste dehors. Il attend que les chefs d'État se retrouvent, prennent les décisions, la résolution, et l'informe, lui qui représente le chef de l'État du Cameroun. C'est-à-dire, la voix du Cameroun ne compte pas quand son chef de l'État, président de la République, n'est pas présent. Imaginez qu'une décision soit prise et qu'il soit négatif pour le Cameroun. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Mais il y a plusieurs rencontres ainsi où l'absence du chef de l'État est dommageable pour le Cameroun. Parce que le chef de l'État n'est pas là pour faire peser sa voix par lui-même. Son représentant reçoit seulement l'information que voici ce que nous avons décidé en tant que chef d'État. Ça, c'est important sur le plan diplomatique. Maintenant, retournons au Cameroun, à l'intérieur. Là, dans les rapports entre le gouvernement ou alors les gouvernants et dans leurs rapports avec l'opposition, notamment les partis politiques de l'opposition. On assiste depuis quelques années, notamment avant l'élection présidentielle de 2018 et après l'élection présidentielle de 2018, il y a un certain nombre de textes qui ont fait reculer les libertés au Cameroun. Je cite le principal, puisque nous parlons de personnes qui ont été embastillées et qui sont qualifiées de terroristes, alors qu'ils n'ont jamais posé un acte terroriste. La loi portant répression des actes terroristes du 23 décembre 2014 a rendu le Cameroun un État profondément dictatorial. Je dis bien, je pèse mon mot. La loi qui porte répression des actes terroristes a fait en sorte que tout désormais est considéré comme acte terroriste. Notamment l'article 2 qui est très flou, qui met dans le même paquet les vrais terroristes, c'est-à-dire ceux-là qui agissent contre le Cameroun dans la guerre contre Boko Haram, ceux-là qui peuvent attaquer le Cameroun par des actes de terrorisme. Aujourd'hui, on y a inclus des éléments qui n'auraient jamais dû y figurer dans la loi portant répression des actes terroristes. C'est-à-dire que tout rassemblement, tout attroupement, toute réunion peut être qualifié d'acte terroriste. Même, on le voit aujourd'hui,
on constate que certaines personnes qui ont été interpellées avant le 22 septembre, pendant le 22 septembre ou après le 22 septembre, qui ont eu seulement l'intention de marcher et qui n'ont pas marché. Et ceux qui ont marché, quand je parle de marche, il s'agit de marche pacifique. Je répète bien, marche pacifique. Il n'y a pas de marche et le Cameroun a signé et ratifié des traités et conventions. Je dis bien a signé des traités et conventions, parmi lesquels des traités importants qui reconnaissent la marche pacifique. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Pour ne citer que ces textes-là, le Cameroun, même dans sa propre constitution, affirme, n'est-ce pas, son respect et son attachement aux libertés qui figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et tous les textes et traités qui visent à respecter la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de manifester, la liberté de presse, la liberté d'opinion et toutes ces libertés individuelles et collectives. C'est pour dire, dans cette deuxième partie de mon analyse, que ce qu'il convient de faire, enfin, je reviendrai là-dessus par rapport à ce qu'il convient de faire, mais c'est pour dire qu'en réalité, depuis 2014, ce texte-là qui a été promulgué, adopté au Parlement et promulgué par le président de la République sur la répression des actes terroristes, a les germes de la division, a les germes de la dictature, a ramené même dans le code pénal. En 1990, il y a beaucoup de textes qui ont été signés, et il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés, parmi lesquels les textes qui font disparaître l'état d'urgence, qui font la subversion, je veux dire, qui font disparaître la subversion, mais la subversion est revenue, La subversion est revenue et a été réinfiltrée dans le code pénal, qui fait en sorte que nous sommes aujourd'hui dans un cocktail qui fait en sorte que nous sommes retournés dans une législation de déception, dans une législation de peur. Si le Cameroun est en contradiction avec lui-même, c'est-à-dire s'il ratifie des textes qui expriment et valorisent la liberté, mais est incapable de les assumer en signant des textes locaux qui sont en violation flagrante avec les textes internationaux, ça pose un problème. Or, la Constitution du Cameroun a clarifié ce problème. C'est-à-dire que quand un État a signé et ratifié les textes internationaux, dès lors que ces textes ont été signés et régulièrement approuvés, ils rentrent dans le dispositif du droit camerounais et ils sont au-dessus des normes locales. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des lois. Alors, après l'explication que vous donnez, Maître Sapi, que faut-il faire pour décrisper l'atmosphère politique au Cameroun? On le voit bien, le gouvernement se plaint des marches dites insurrectionnelles. Le MRC estime que ce sont des manifestations pacifiques qui étaient projetées pour dénoncer la mauvaise gestion du pays, et constate que certains de ses camarades politiques qui n'ont même pas marché sont arrêtés depuis 8 mois. D'aucuns ont perdu leur emploi, leurs familles sont aux abois et ils sont dans des conditions difficiles. Pour vous, que faut-il faire pour décrisper une telle atmosphère? Ben, ça va être compliqué de répondre directement à votre question, parce que ce que je constate sur la scène politique camerounaise, c'est que ceux qui nous gouvernent sont allergiques à toute contradiction. Le président Paul Biya en 1983 disait que les Camerounais n'ont plus besoin d'aller au maquis pour s'exprimer. On se rend compte aujourd'hui avec le temps que c'était un discours mensonger. En 1990, 6 militants du SDF ont été tués pour qu'on accouche de la loi sur les réunions et les manifestations publiques, la liberté d'association et autres. Mais regardez ce qui se passe. Cette semaine, le SDF a célébré ses 31 ans d'existence. Le président régional du littoral, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, est allé à IDEA pour célébrer cet anniversaire du parti avec les militants d'IDEA premiers. Mais c'est le sous-préfet qui était premier sur les lieux, avec les forces de l'ordre, avec son véhicule. Il a barré l'entrée de la salle où devait se tenir cette manifestation pour dire qu'un parti politique n'a même pas le droit de fêter son anniversaire. Ce n'était pas une marche de subversion. Qu'est-ce que le sous-préfet faisait là avec les forces de maintien de l'ordre? Mais grâce à la témérité et au sens combatif de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, ils ont dû replier et laisser que la cérémonie se tienne. Ce que je constate, c'est que les libertés
pour lesquels les Camerounais ont versé leur sang ont été annulés par le gouvernement qui, lors de la loi sur le terrorisme en 2014, a repris l'essentiel des lois sur les libertés publiques. Et comme le dit Edmond, la loi de 1964, la loi de 2014 sur le terrorisme viole la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel devait se réunir et se rendre compte que l'article 2 de la loi sur le terrorisme au Cameroun est un article liberticide. C'est un article qui bâillonne la liberté d'expression dans notre pays. Et parlant des militants du MRC, à l'Ouest Cameroun, il y a 32 militants du MRC qui comparaissent devant le tribunal militaire. Le MRC m'a sollicité pour leur prêter main forte, dont j'assiste à la défense de ses camarades. Sur les 32 qui sont traduits au tribunal militaire, il y a 7 qui sont en détention. Lorsque nous avons demandé la liberté provisoire de ces 7 militants, nous avons posé la question, mais vous avez arrêté 32 personnes qui ont commis les mêmes faits. Qu'est-ce qui justifie que 25 soient libres et que 7 soient en détention? Il n'y avait pas d'explication. Première chose. Deuxième chose, ces militants sont en détention depuis 8 mois. Pour des gens qui simplement sont descendus dans les rues avec les pancartes pour dire qu'ils veulent la transparence dans la gestion des fonds de la CAN et qu'il faut instituer et qu'il faut modifier le code électoral camerounais pour avoir un code électoral transparent. Ils ont fait des revendications politiques, mais ils ont été arrêtés. Ce qu'ils risquent au maximum, c'est manifestation publique, dont le maximum au terme de l'article 132 du code pénal est de 6 mois. Mais voilà des gens qui sont détenus depuis 8 mois et qui risquent 6 mois de détention. Ce n'est plus la justice. Et qu'est-ce que les civils cherchent devant le tribunal militaire? La charte sur la gouvernance que nous avons adoptée dans notre pays interdit que des civils soient jugés devant un tribunal militaire. Donc, je pense que c'est une honte pour notre pays. Ce que le SDF a demandé, tout comme dans la crise anglophone, c'est que le chef de l'État prenne son courage et ordonne la libération de tous ces citoyens qui sont des prisonniers politiques, je le précise bien. Les militants du MRC, c'est des prisonniers politiques qui ont été arrêtés à l'occasion de leurs activités politiques, qui ont été arrêtés à cause de leurs opinions politiques. Certains ont été arrêtés parce qu'ils appartiennent au MRC, pas parce qu'ils ont commis une faute, mais parce qu'ils appartiennent à un parti politique, ils ont été interpellés. Ça, c'est des prisonniers politiques. On va vous dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques comme ça. C'est faux. Donc, je pense que pour détendre l'atmosphère, le président de la République devait ordonner que ces gens soient élargis. Et le président de la République doit demander qu'ils soient dédommagés. Parce que quand les gens sont détenus de manière illégale, irrégulière, pour des fautes qu'ils n'ont pas commises, le Code de procédure pénale a prévu une procédure d'indemnisation. Et la commission d'indemnisation a déjà été créée par le chef de l'État. Il faut d'abord que le président les élargisse et puis qu'on puisse les dédommager. Enfin, moi je pense que, et nous l'avons, le SDF l'a toujours soutenu, le président Paul Biya est l'unique chef d'État africain, je dis bien l'unique, qui en 40 ans de pouvoir ne s'est pas assis autour d'une table avec son opposition pour discuter des problèmes de la nation. Ça ne se fait pas. Comment un président de la République ne peut jamais s'asseoir comme ça avec ses opposants pour gouverner, pour débattre sur des problèmes cruciaux de la nation? Et ce n'est pas faute pour l'opposition de demander. Le chairman l'a demandé à plusieurs reprises, mais on ne l'a pas eu. Donc vous le souhaitez. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Angélbert Lebon d'Achoua et Maître Lavoisier de Sapi d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous messieurs, André Luther Meka et Edmond Kambia d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.